Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur Twitch. J'espère que la configuration vous va parce que c'est vraiment la première fois que je stream ici. Et j'ai pas retrouvé en fait mon micro. Donc j'ai dû utiliser le Blue Yeti et il est assez instable au niveau du son. Donc dites-moi si le son ça vous convient ou pas. Coucou Zadine, comment tu vas? Comme d'habitude on va attendre 5 minutes avant de commencer le stream. Salut Salambo. Super, merci de m'avoir répondu pour le son. Je suis un peu encore en test, donc voilà. Tout nouveau fond, tout nouveau décor à l'arrière. Peut-être que je vous ferai un petit tour après si ça vous intéresse. Ouais, je suis désolée, c'est mon ordi qui chauffe à mort. Je vais essayer de régler ça par la suite au fur et à mesure. Ah d'ailleurs, c'est un peu gros le chat. Bon, je suis désolée, je peux pas bouger le chat, je suis dégoûtée. Pourquoi? Attendez. Non, bon, tant pis. La prochaine fois, je l'arrangerai mieux. Désolée pour ça. Ah, t'es un nouveau alors sur la chaîne ou une nouvelle, je sais pas. Bah, bienvenue à toi. Là, c'est un stream un peu particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude, puisque c'est plus souvent des lectures en direct. Mais là, j'ai décidé de faire un petit update de mes dernières lectures de ces 2 derniers mois, parce que j'ai pas été trop présente sur YouTube, ni sur les autres réseaux d'ailleurs. Et je me suis dit que ça serait intéressant pour vous si vous partez en vacances cet été et que vous avez envie d'avoir des petites recommandations. Euh, Tous les livres derrière moi, oui et non, parce que en fait cette bibliothèque-ci c'est la mienne, mais celle-ci c'est celle de mon chum, donc ça tout ça c'est pas moi qui les ai lus. Mais je pense que je vais bientôt faire une vidéo sur ça où je vais peut-être piquer 2 3 livres du côté de cette bibliothèque pour voir un peu ce qu'il y a à découvrir. Coucou Joannimi, je t'ai pas fait un petit coucou, merci d'assister au stream, c'est super sympa. Quelle heure est-il? Il est 56, donc on va commencer dans 4 minutes. Comme ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. N'hésitez pas, hein, pour ceux qui sont qui sont en chat, enfin qui ne peuvent pas accéder au chat, c'est parce que vous n'avez pas de compte forcément sur Twitch. Mais si vous voulez discuter, n'hésitez pas à en créer un. Auquel cas, je vous fais des petits coucou silencieux. Tu veux dire par là lecture en e-book ou bien un format un peu différent quand on entend lecture numérique? Ah, ça me stresse vraiment l'affaire du chat. Peut-être que si je le mets là. Bon, tant pis. Donc, pour vous décrire un petit peu le stream qu'on va aborder aujourd'hui, j'ai environ, je vais vous compter ça, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lectures à vous partager aujourd'hui ce soir. Et puis après, on abordera les lectures que je vais sans doute débuter cet été, ma pile à lire de cet été, et pourquoi pas aussi les streams à venir, notamment pour les lectures en direct que vous aimeriez voir, auxquelles vous aimeriez assister, etc. Ouais, Nature Satine, il était vraiment temps que je revienne. Je suis trop contente de pouvoir revenir avec vous, ça me fait super plaisir. Je vais essayer de faire évoluer un peu les streams parce qu'avec le nouveau, avec le bureau, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je suis super contente que tu empruntes le numérique, le format numérique à la bibliothèque parce qu'il y a peu de personnes qui connaissent ce format Zedin. Mais c'est vrai qu'il y a quelques bibliothèques maintenant, même beaucoup finalement, qui possèdent des bornes sur lesquelles on peut emprunter des livres numériques si jamais vous avez une tablette ou une liseuse, etc. Donc c'est super sympa. Et c'est super cool parce que ça t'a donné envie de lire plus. Est-ce que t'as découvert ça via la bibliothèque ou bien t'avais une liseuse depuis quelques temps? Coucou Gilgamesh, je suis contente de te revoir dans mon chat. On commence le stream dans 2 minutes. Je suis trop contente de pouvoir restreamer. J'ai trop hâte de refaire les lectures en direct avec vous aussi.
Quelle heure est-il? 59. Il y a tellement de trucs que j'ai à vous montrer. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez une petite boisson de prévue. Je sais pas combien je lis de livres par année. Je lis entre 3 et 10 livres par mois. Et j'ai commencé à faire un petit listing des ouvrages que je lis au quotidien, enfin par mois, pour me faire un peu une idée. Et depuis le début de l'année, j'ai lu... Est-ce qu'il faut que je retrouve cette affaire-là encore? Voilà, j'ai lu depuis le début de l'année 40 livres. Et donc par exemple, pour te donner une idée, au mois de juin, j'en ai lu 6. Et au mois de mai, j'en ai lu 7. J'hésite vraiment en plus à prendre une liseuse. À chaque fois je vois ça et tout, il y en a qui sont quand même chères, mais je sais pas si ça vaut la peine d'en investir dans une chère ou pas. Ou si une très classique ça suffit. Je sais pas trop, mais ça a l'air sympa quand même. Surtout pour l'été, pour éviter de s'encombrer. On va commencer tout de suite pour ma petite palle, mes petites update lecture. Je vais commencer par le livre, oula, je vous secoue vachement. Je vais commencer par le livre que j'ai juste devant moi. J'en ai parlé à quelques-uns d'entre vous sur Instagram, mais je sais pas si tout le monde me suit sur Insta. Donc il s'agit d'un poche qui s'appelle La mort et mon métier de Robert Merle. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais une collaboration avec l'application Glyph. C'est une application qui est en fait une bibliothèque virtuelle sur laquelle vous pouvez scanner vos ouvrages, les répertorier dans des étagères et aussi avoir des recommandations personnalisées en fonction de l'algorithme, parce que l'algorithme vous permet en fait de trouver des livres qui ressemblent à vos affinités, qui pourraient correspondre à vos affinités par rapport à ce que vous avez liké, par rapport à ce que vous avez dans votre bibliothèque, etc. Et je travaille avec eux et tous les mois ils m'offrent un crédit pour que je puisse acheter des livres et pour que je puisse vous faire des revues sur Glyph. Et cet ouvrage faisait partie de ma sélection, donc je sélectionne vraiment ce que je veux. Il faisait partie de ma sélection et j'en ai fait la critique sur Glyph, mais pour ceux qui ne me suivraient pas là-bas, c'est un ouvrage que j'ai choisi un peu au hasard à la suite d'un jeu et j'ai vraiment adoré. C'est un roman historique à inspiration biographique et qui se déroule du coup durant la Seconde Guerre mondiale. Il est paru à une période un peu après la période d'effervescence autour de la Seconde Guerre mondiale et des récits de textes autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc peut-être que vous ne le connaissez pas forcément parce que voilà, il est passé un peu après cet intérêt qu'on avait pour la Seconde Guerre mondiale, je me répète. Mais je vous le conseille vraiment si vous vous intéressez à cette période et si vous aimez les récits historiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, Robert Merle fait ici le récit de vie du directeur, du dirigeant, je sais pas trop comment appeler ça, du camp d'Auschwitz. Et donc il essaie à travers le récit de vie de ce personnage de nous expliquer, de nous exprimer l'idéologie hitlérienne et comment en fait cette idéologie elle s'est insurgée à un tel point dans les citoyens au point de créer une communauté entière qui était à tout prix pour le Führer, qui faisait tout ce qu'il lui demandait, etc. Et à travers ce personnage, ce protagoniste, on comprend vraiment comment on en est abouti à là. On comprend que ça découpe quand même de la Première Guerre mondiale, de l'échec de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale, du rapport des habitants aux militaires, de la place en fait de certaines personnes qui finalement après l'armée n'avaient pas forcément d'autres possibilités de carrière, du rapport à la religion aussi en Allemagne, comment la religion aussi elle a pu matrixer certaines personnes, etc. Bref, c'est super intéressant. J'ai vraiment aimé et le livre est assez court, il fait... Attendez. Il fait quand même 400 pages, mais ça se lit vraiment vite parce que c'est très prenant. Il n'y a pas de passage trop dur à lire si cette période vous angoisse un petit peu. Franchement, c'est très accessible et c'est pas du tout trop angoissant parce qu'au contraire, on est vraiment que du côté du protagoniste, donc du dirigeant du camp d'Auschwitz. Et la narration est assez particulière parce que pour retransmettre un peu sa personnalité, l'auteur a décidé de faire un discours complètement omniscient, donc on est pratiquement tout le temps dans les pensées du personnage, et en plus de cela, on voit qu'il a un cheminement de pensée très pragmatique, il exécute les ordres et c'est tout, et donc à travers cette narration finalement, on a un regard assez froid sur ce qui se passe et sur les actes qu'il commet, et sur la manière dont il regarde les camps, comment il a participé à améliorer les camps pour tuer les juifs, etc. Ce regard un peu froid, cette distance fait qu'on n'est pas forcément touché par ce qui se passe. Par contre, c'est très intéressant pour le comprendre et on a une certaine empathie pour lui malgré tout parce qu'on comprend que finalement c'était pas volontairement méchant, même si c'est vrai que c'est discutable, et ça m'a vraiment donné vraiment envie de m'intéresser un peu plus au... Comment ça s'appelle encore, vous savez, l'entretien, voilà, pas les interrogatoires, mais
à la suite donc de la perte d'Hitler, il y a eu tout ce qui est... je perds mes mots. Tout ce qui est... pas entretien, mais... les jurys, etc. Bref, il y a eu des... Bon, on va écarter ce détail-là parce que j'arrive pas du tout à retrouver mes mots. Fadawara, non, c'est pas Nuremberg. Peut-être. Quoi qu'il en soit, ça m'a vraiment donné envie vraiment beaucoup plus de m'intéresser à cette période et d'écouter les entretiens et les entrevues qu'il y a eu sur, notamment sur ce personnage-là. Je trouve que vraiment c'était assez intéressant, même si vous n'êtes pas forcément récit historique, je pense vraiment que ça pourra vous plaire. Donc je vous conseille fortement, c'est chez Folio, c'est un classique, donc vous pourrez le trouver assez facilement et même d'occasion, je pense, si vous êtes adepte de la lecture d'occasion. C'est dur de reprendre, hein, je bégaye vachement, j'espère que vous captez quand même ce que j'essaie de vous transmettre. Et je suis aussi blanche que l'arrière. Le procès, voilà, merci Fadawara. Un mot aussi simple que je n'étais pas capable de me rappeler. Bon, on s'est compris, c'est déjà ça. Alors, pour passer à la suite, je vais vous parler, je pense, d'une série que j'ai déjà abordée dans une de mes vidéos, mais comme là j'ai lu le tome 2, je me suis dit que ça serait plutôt cool de vous faire un petit retour. Parce que, il y en a qui m'ont demandé de vous faire un retour, et je me suis dit que ça serait cool de vous en reparler. Je l'ai découvert à la suite de ma vidéo sur la publicité, dans laquelle je me laissais dicter par la publicité pour pouvoir choisir mes lectures. Et donc j'avais commencé par Été anglais, qui est beaucoup plus clean que le second. Et mon avis était assez mitigé par rapport à cette lecture, parce que finalement je trouvais que c'était un beau récit, mais qui restait plat, qui restait en fait en surface, et finalement on avait envie d'en savoir plus, on avait envie de plonger dans l'univers qui était très beau, très bien décrit, mais finalement on restait toujours sur notre faim. Merci pour la confirmation Zedine, j'avais un petit doute sur ça, mais finalement c'est de ça que je parlais. J'aimerais beaucoup les écouter, en particulier donc celui sur le dirigeant du camp d'Auschwitz. Je sais pas si vous avez déjà écouté ou pas, mais ça m'a donné vraiment envie de voir vraiment le personnage en vrai et d'écouter son rapport au meurtre et au génocide juif. Pour vous parler donc d'Été anglais et de la série des Casalets plus précisément. Donc c'est une série anglaise qui est écrite par Elizabeth Jane Howard. C'est une série qui a été adaptée par la BBC il me semble et qui est assez populaire en Angleterre et aux États-Unis. C'est une série qui se déroule encore pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait cette fois-ci on n'est pas du point de vue des militaires, mais on est du point de vue des... Merci pour ta souscription Alba HM. Mais on est du point de vue des personnes qui ne sont pas sur le front, donc en fait de la population qui reste sur place et qui subit la guerre, mais qui n'est pas forcément acteur durant cette guerre. Donc pour vous décrire un peu plus, parce que c'est pas forcément très spécifique là ce que je raconte, la série des Casalets, la saga des Casalets, ça se déroule du coup sur plusieurs années. Dans le premier tome, on découvre toute la famille, donc la famille des Casalets qui est dirigée par la Duche, qui est la personne, la grand-mère un peu de la famille, ses enfants, ses petits-enfants et les petites catégories qui se rapprochent. Merci des civils. C'est dur pour moi là ce soir, j'ai du mal à parler. Donc cette famille, on va la découvrir, on va apprendre à la rencontrer, on va apprendre à la connaître. C'est une famille bourgeoise, qui est l'héritière finalement de toute la culture élisabéthaine, et donc toute la culture un petit peu noble qui s'en émane. Et on va découvrir un peu les protagonistes, etc., leur rapport amoureux, leur psychologie principalement. C'est un récit majoritairement omniscient. Chaque chapitre en fait va vaciller d'un protagoniste à l'autre, ce qui fait qu'on a vraiment le temps de comprendre un peu la protagoniste de chacun. Et ce qui est assez intéressant quand on regarde le récit, c'est que je vais vous montrer un peu l'arbre de la famille pour vous montrer un peu comment ça se déroule. Vous voyez, il y a énormément de protagonistes, il y a aussi les domestiques de la famille Casalet, mais tous les personnages dans le récit ont une place, y compris les enfants, et la psychologie des enfants dans le récit est extrêmement poussée et je trouve très intéressante, très fine, à la différence de beaucoup de textes qui pourraient finalement avoir une écriture enfantine un peu grossière et cliché. Là au contraire, les enfants sont des personnages à part entière, ce qui fait qu'il y a énormément de protagonistes à découvrir dans le récit. Donc au départ j'étais vraiment très impatiente à l'idée de découvrir ce récit, parce que c'est vrai que c'est le genre d'endroit, c'est le genre de saga dans laquelle on peut vraiment se plonger si on aime l'atmosphère. Mais c'est vrai que dans le premier tome, donc qui est celui-ci, l'été anglais, on est avant la guerre, 1 an avant la guerre.
Donc finalement il ne se passe rien. Et même au contraire, le premier tome se termine sur une fin heureuse puisque après un décret, etc., on se rend compte que la guerre n'aura pas lieu. Les enfants, ils ont entre 7 ans et 15 ans, 16 ans. Et il y a même une jeune fille qui au début a 15-16 ans et on la retrouve donc dans le second tome plus âgée de 18 ans. Donc ça va, c'est assez vaste. Hein. Chaque famille en fait a un ou deux gosses à peu près. Donc, et il y a aussi des neveux, cousines, nièces. Donc il y a quand même pas mal d'enfants. Mais on les voit évoluer, grandir au fil de la saison. Je pense particulièrement à Louise, donc qui au début est plutôt une pré-ado et qui va grandir quand on la retrouve dans le deuxième tome. Elle a 16 ans, donc elle est plus dans l'âge où elle veut découvrir les choses, etc. Donc c'est assez intéressant. Et finalement, à la fin du premier tome, donc comme je vous l'expliquais, eh bien, on se retrouve avec une fin plutôt heureuse. Donc on se dit, bon, j'ai découvert les personnages, mais il s'est rien passé. Il n'y a pas d'intrigue en fait. On découvre les personnages vont bien. On voit qu'il y a une espèce des petites tensions qui émanent dans les relations maritales. On voit que par exemple il y a toujours des faux semblants qui sont dus à la culture élisabéthaine, vous voyez. Ils font toujours semblant pour les apparences, ils évitent de vraiment exprimer leurs sentiments pour pas déranger l'autre, etc. On sent qu'il y a des petites tromperies à droite à gauche, mais jamais rien de très embêtant. Et à la suite j'en viens player du 142, à la première partie donc du second tome, à rude épreuve, en fait, on arrive sur une césure, on arrive 1 an plus tard, et là, eh bien, la guerre se déclenche. Donc tous les hommes, en tout cas ceux qui le peuvent, vont aller au front. C'est là qu'il va y avoir une relation un peu plus rude en fait pour les civils qui vont être dans l'attente constante de leur époux et de leur père pour la plupart, parce que les femmes vont rester donc sur place. Il y a d'ailleurs un des protagonistes, un des parents qui va disparaître, et seule sa fille va être convaincue de son existence et du fait qu'il ne soit pas mort, alors que la plupart des autres personnages de la famille sont convaincus qu'il est décédé. Donc il va vraiment y avoir cette idée donc d'attente constante, et c'est assez intéressant parce que finalement on va entendre comme sur une toile de fond le rapport à la guerre. C'est pas vraiment quelque chose qui va prendre beaucoup de place, à la différence par exemple de La mort est mon métier que je vous ai présenté juste avant. Et donc c'est assez intéressant parce qu'on va plus voir la guerre d'un point de vue des personnages et de leur psychologie. Ça me fait beaucoup penser au roman Les amateurs d'épluchures de pommes de terre, pour ceux qui connaîtraient, pour vous montrer un peu l'univers, etc., qui s'en émane. Mais c'est vraiment prenant à partir du deuxième tome. Autant le premier tome, j'ai trouvé très plat, autant le second, il est vraiment intéressant, parce que on rentre pleinement dans la guerre, donc il y a beaucoup plus d'enjeux. Il y a beaucoup plus d'enjeux aussi internes, donc des histoires de tromperie, de viol, d'inceste, etc. Enfin plein de trucs, de rapports amoureux, machin. La maladie aussi pour certains des personnages. Et comme la construction du roman, elle est faite donc sur un personnage puis l'autre, eh bien on saute sans cesse de protagoniste, ce qui fait qu'on est toujours dans une envie constante de continuer le récit, puisqu'en fait on veut savoir la vie du précédent personnage, mais on va tomber sur celle d'un autre, et de fil en aiguille, en fait les choses vont se tisser comme une grande toile d'araignée, et construire tout l'univers de la saga des Casalets. Donc je sais pas combien il y a de tomes, j'ai acheté le tome 3 aujourd'hui, je vais vous le montrer. C'est celui-ci, donc qui est tout neuf. Mais je sais pas du tout combien il y a de tomes, à vrai dire, mais en tout cas, je pense vraiment suivre cette série cet été parce que je trouve ça très feel good à lire. C'est vraiment très léger, c'est très simple et tout à lire, c'est vraiment pas compliqué au niveau de l'écriture. Si jamais vous préférez les récits plutôt simples au niveau du texte. La prose est simple, par contre, la psychologie des personnages est vraiment intéressante. Donc vous en aurez pour votre argent si vous aimez ce genre de récit un peu omniscient. Je trouve que vraiment Elizabeth Jane Howard a une écriture très fine et d'un point de vue aussi de la femme, parce que c'est souvent les femmes en fait qui sont des personnages principaux dans le récit puisque les hommes sont à la guerre. Et c'est intéressant parce que même si ce récit se déroule il y a bien 40-50 ans auparavant, la psychologie des personnages, elle reste contemporaine et on peut se projeter sur chacune des femmes qui racontent leur histoire, leur rapport à la grossesse, leur obligation d'avoir des enfants, leur rapport à leur rôle de femme, de ne pas pouvoir être actrice durant la guerre, etc. C'est très intéressant. Donc si jamais vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'une bonne série pour l'été, je vous le conseille franchement, j'ai vraiment accroché avec cette série et je pense que je vais la suivre jusqu'au bout. Et je suis pas trop du genre à aimer les séries à vrai dire, parce que j'aime bien un récit qui commence et qui se termine, j'ai pas envie d'en avoir pour 40 ans, surtout que ça prend beaucoup de place les séries. Mais là j'ai vraiment accroché, ça faisait longtemps en fait que j'avais pas lu de série d'ailleurs après, à part
Comment ça s'appelle encore? À part La Passe Miroir, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu une série. Et là, j'ai adoré. Donc, je vous le conseille. Je sais pas si vous connaissez ou si vous avez déjà lu, etc. Je sais que ce qui est très à la mode en ce moment, c'est Bridgerton, les chroniques de Bridgerton. Je sais pas si je le dis très bien. J'ai essayé, enfin, j'ai voulu le commencer, mais quand j'ai vu qu'il y avait genre 13 tomes, j'ai pas pu. J'ai trop la flemme. Donc ça c'est ma deuxième lecture on va dire de ce printemps-été. Et désolée pour l'écorchage de ton pseudo player Juice 142. Mais c'est pas toujours facile de lire de loin. J'ai toujours pas réparé mes lunettes. On va continuer avec une petite BD pour changer. Je pense que ça pourrait être cool pour varier un peu. Donc, je pense que vous la connaissez et que vous avez vu passer la sortie. Mais c'est le nouveau tome des Cahiers d'Esther de Riyad Satouf. On voit même pas le titre tellement il est grand. Je pense que franchement vous connaissez, mais je veux quand même vous le pitcher pour celles et ceux qui ne l'auraient jamais lu. C'est une série qui est écrite par Riyad Satouf, donc qui est l'écrivain, le BDiste plutôt, qui a rédigé l'Arabe du futur pour ceux qui connaîtraient plus cette série-ci que les Cahiers d'Esther. Et en fait, les Cahiers d'Esther, ce sont des volumes qu'on retrouve de manière annuelle et qui en fait regroupent toutes les BD qui sont proposées dans le Nouvel Observateur. Il me semble que c'est dans ce journal-ci. Et en fait, c'est le récit de vie d'une jeune fille qui s'appelle Esther, qui existe vraiment, qui est la fille des amis, d'un groupe d'amis de Riyad Satouf, d'un couple d'amis, pardon, de Riyad Satouf. Et depuis qu'elle a, il me semble, 9 ans, ou 10 ans, eh bien, il raconte sa vie. Elle la raconte à travers une BD. Donc chaque planche constitue une petite anecdote d'Esther et on va la voir grandir au fur et à mesure. C'est une BD assez légère, assez simple et rigolote à découvrir. Si vous avez des petits frères et sœurs dans la tranche d'âge d'Esther, je trouve que c'est assez sympa de leur offrir ça parce que ils pourront facilement se reconnaître. Et je trouve que ça change en fait. J'aime bien les récits qui abordent l'enfance de manière honnête et moderne et réaliste et pas gnangnan. Pour vous donner un contre-exemple, j'adore Stephen King, mais je trouve que sa manière, ou Stephen King, désolée pour l'écorchage, mais je trouve que sa manière de créer les personnages les enfants, c'est lourd, c'est vieux jeu, c'est bébé cadom. Et moi j'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est pas réaliste en fait, et j'ai vraiment du mal avec ce genre de rapport avec les enfants, qui sont juste là pour chouiner et faire des caprices, j'aime pas du tout. Et là, le fait d'avoir une vraie jeune fille, une vraie petite fille, ça permet vraiment de voir une réalité, et une réalité ultra contemporaine. Et là, dans ce tome-ci, on va la retrouver durant le Covid, etc. Donc c'est très très actuel. Mais c'est vraiment sympa. Si vous avez envie d'un petit truc feel good, c'est vraiment cool. Et bien, la période de ces 15 ans, c'est cette année. C'est l'année 2020 à 2021. Écoute, je vais pas... je vais pas faire semblant et mâcher mes mots pour Stephen King. J'adore ce qu'il fait, j'adore ses romans et je trouve que c'est hyper prenant. Je suis désolée, ces personnages donc de moins de 10 ans, ils sont ridicules. D'ailleurs, je crois que la première page pour vous montrer un peu les illustrations, pour ceux qui connaisseraient pas du tout les illustrations de Riyad Satouf, donc c'est assez contemporain. Et franchement, c'est très très simple la façon dont elle décrit, etc. Mais c'est super drôle. Si vous aimez ce genre de tranche de vie, en fait, voilà, c'est exactement ça. Je pense que vous pourrez aimer. Et c'est un récit qui se déroule sur... ça fait 5 ans, je crois, cette série existe. Voilà. Oui, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ça fait vraiment longtemps qu'elle existe cette série maintenant. Je les ai tous, je les achète tous les ans dès qu'ils sortent. Et c'est vraiment vraiment cool. Je vais vous dire comme ça. Voilà. Le premier tome, il commence à ses 10 ans. Je connais pas très bien l'œuvre de Riyad Satouf, à vrai dire. J'ai commencé l'Arabe du futur, mais j'ai jamais terminé la série, mais je pense que je vais m'y remettre. Mais je trouve que c'est un auteur assez intéressant.
Je pense que quand j'ai commencé l'Arabe du futur, j'ai trouvé que c'était un récit qui était quand même un peu plus... Il y avait un peu plus de matière que les cahiers d'Esther, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit que ça a percé en fait de malade, mais je ne savais pas en fait, parce que je suis pas trop les actualités télé, Netflix et tout. Mais c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Après, franchement, si vous avez envie d'une petite lecture légère, ça passe très bien. Et si vous avez un enfant, une ado dans votre entourage qui a à peu près le même âge, c'est sûr que ça va lui plaire parce que c'est tellement actuel et contemporain que je pense que n'importe qui pourrait se projeter à travers le personnage. Pour continuer sur une autre lecture, on va continuer sur un petit peu de poésie pour changer. Salut Whitehead, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Donc c'est pareil, une collection dont je vous ai déjà parlé sur Insta. Celui-ci je l'ai pas lu mais je voulais vous le montrer aussi pour vous montrer un peu ce que peut proposer la collection. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la nouvelle collection d'Iconopop qui s'appelle... c'est la nouvelle collection d'Iconoclast qui s'appelle Iconopop et qui est une proposition un peu innovante de commercialisation de la poésie. Pour vous expliquer un peu plus précisément, Iconoclast a décidé de lancer une collection de poésie contemporaine, moderne, et de la vendre comme de la prose, et donc de lui donner la même visibilité que la prose, une communication innovante comme de la prose, mettre le budget comme de la prose, parce qu'il faut savoir que souvent la poésie, eh bien, elle est relayée au second plan, parce qu'elle se vend moins, parce qu'elle est moins intéressante d'après les lecteurs. Mais ici, Iconoclast a voulu prendre le parti de se dire non, ce n'est pas la poésie qui est ennuyante, c'est la manière dont on la propose qui est ennuyante, et la proposer différemment, ça serait intéresser plus de gens. Et donc c'est ce qu'ils proposent avec cette mini collection qui est très très abordable, puisque les ouvrages ils coûtent 12 €, donc c'est des formats assez courts, hein, comme vous voyez, généralement des formats texte et images. Ici vous voyez c'est des ensembles de collages un peu surréalistes. Et celui-ci, je l'ai lu, je vais vous en parler un petit peu. C'est assez intéressant, donc quand on voit comme ça, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer à travers le titre, etc. On s'imagine de la prose amoureuse, sentimentale et tout, mais pas du tout. En fait, ici, ça va être une parodie de relations amoureuses. Et donc, l'auteur et l'illustratrice vont jouer avec tous les codes de la romance amoureuse actuelle et contemporaine pour en faire un pastiche. Pour ceux qui connaissent Amour solitaire, attendez, je l'ai. Euh... Mais où est-il? Bon. Là, comme ça, je le trouve pas, mais pour ceux qui connaissent pas, Amour solitaire, c'est à l'origine un compte Instagram qui a énormément percé, un peu comme Rupi Kaur, la poétesse que tout le monde, je pense, connaît. Et en gros, ce compte Instagram consistait en gros à relayer des échanges de SMS qui faisaient en fait l'écho à la relation amoureuse de la personne qui tenait le compte Instagram. Elle faisait ça au début à titre d'archive pour elle, et puis ça a pris beaucoup d'ampleur et beaucoup de gens ont commencé à lui envoyer des messages de leur propre relation amoureuse. Et c'est apparu comme finalement le romantisme 2.0, la poésie 2.0 à travers les SMS, donc qui aurait remplacé la lettre, etc. Et c'est pour ça qu'ici l'auteur se permet de faire des trucs un peu comme ça, pour reproduire la mise en page qui avait été proposée dans Amour solitaire. Amour solitaire c'est très sympa, hein. Un peu nunuche mais c'est très sympa pour ceux qui voudraient le découvrir. Allez regarder sur Google comment ça se compose, c'est hyper intéressant, ça change. C'est corporate mais c'est intéressant. Et ici, il va reproduire un peu par exemple cette idée-là pour faire des pseudo-messages d'amour et tout. Et ça va être que ça en fait, ça va être que des pseudo-poèmes, des pseudo-cartes d'amour. Donc ouais, c'est très contemporain parce que c'est à travers le coronavirus et tout. C'est très très amusant. Pour ceux qui... J'ai trouvé que c'était super cool qu'ils proposent ça comme titre donc de poésie. Parce que finalement, quand on imagine poésie, on imagine quelque chose de très sérieux, très guindé et tout. Alors que là, eh bien, c'est finalement tout le contraire. Et la poésie, c'est souvent aussi très humoristique. Et moi, c'est un genre de poésie que j'apprécie particulièrement. Je pense notamment à ce titre-ci. Alors, ça va être difficile de le voir parce que voilà,
c'est noir sur noir en impression. Une année sans lumière, qui est pareil, c'est un recueil de poésie donc indépendant, qui propose pareil de la poésie un peu qui joue sur les contrepétries, les jeux de mots, etc. pour se moquer un peu de la société. Et ce genre de poème, moi j'apprécie particulièrement, donc j'ai beaucoup aimé ce choix éditorial de l'Iconopop. Et j'ai trouvé ça très innovant, et c'est pour ça que je voulais vous montrer l'autre tome de la collection, qui est donc ici donc une proposition d'un texte d'Akhenaton, le rappeur, pour ceux qui connaissent. La fin de leur monde, c'est un son qui existe déjà, et qu'il a proposé en fait de rallonger et de retranscrire donc dans un poème, dans un recueil. Et à la fin, il y a un QR code qui est juste ici. Et si vous le scannez, vous pouvez écouter la musique donc la musique inédite qui est sortie à la suite de la publication de ce livre, parce qu'il y avait déjà un La fin de leur monde, et il a proposé comme une partie 2 de ce texte. Donc je l'ai pas du tout lu encore, même si c'est très court, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais c'est pour vous montrer un peu ce que peut proposer cette collection. Et si vous avez jamais lu de la poésie et que vous êtes un peu curieux par ce genre-ci, je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. C'est très facile à lire, c'est très accessible. Les ouvrages font moins de 20 pages généralement. Attends, on va regarder là. Bon, il n'y a pas de numérotation, mais c'est des ouvrages assez courts, et la poésie, c'est généralement très rapide à lire. Et je trouve que c'est une belle initiation. Il y a aussi un texte donc, de Clémentine Beauvais qui a été proposé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'origine une romancière qui s'est fait connaître pour des textes jeunesse, mais qui incluait de la poésie dans le roman. Et c'est pour ça qu'elle a été, je pense, qu'elle a participé à cette collection. Mais voilà, encore une fois, c'est un choix assez intéressant. Après un rappeur, ils choisissent une romancière à l'origine destinée à la jeunesse ou au young adulte. Donc je trouve que c'est vraiment sympa comme collection à découvrir. C'est pas forcément mes recueils de poèmes préférés, mais je trouve que pour débuter c'est très très bien, et comme souvent on me demande par quoi commencer pour lire de la poésie, etc., je pourrais vous recommander cette collection. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Gilgamesh, moi personnellement je trouve pas ça si gênant que ça, parce que la manière dont ça a été fait, en tout cas sur le compte d'Amour solitaire, c'est assez bien fait, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs ça a découlé à d'autres choses. Il y a aussi... il y a eu Plaisir solitaire, il y a eu aussi les dates Tinder qui sont retranscrits, et c'est tout ce genre de format un peu bulle SMS format iPhone qui sont ressortis. C'est très corporate, mais je trouve que c'est assez intéressant, et puis c'est une manière de se réaccaparer un peu le texte, la prose, etc. Ah voilà, tu connais. Mais allez checker sur Insta, si vous avez un compte Insta, vous verrez le délire. Attendez, je vais voir si je peux pas vous le montrer via le téléphone. Ce genre de truc là. Vous voyez ? C'est ça, Amour solitaire. Et tout ce genre de compte que vous pouvez voir apparaître, c'est juste des gens qui se sont inspirés d'Amour solitaire. D'ailleurs, il me semble qu'il y a même eu une série d'amour. Là, par contre, je pense que ça allait un peu trop loin dans le DEL. Mais il me semble qu'il y a eu une série d'Amour solitaire. Donc, comme quoi. Mais c'est pas la seule à avoir percé grâce à Instagram. Il y a aussi Rupicor, pour ceux qui connaîtraient pas. Si vous voyez n'importe quelle phrase de recueil de poèmes sur Insta ou sur Tumblr ou sur Pinterest, c'est elle. Parce que j'ai l'impression que les gens ne lisent qu'elle. Et elle fait ce genre de poème. Si vous voyez un peu le visuel. J'ai lu ces deux recueils et je dois dire que son second m'a particulièrement plu. Le premier, je l'ai trouvé un peu facile, mais le second est vraiment pas mal. C'est ça. Et pareil, c'est de la poésie très contemporaine, très actuelle, avec des illustrations, etc. Et j'ai trouvé que son deuxième recueil était beaucoup mieux construit. La logique en fait du chapitrage est très intéressante, je trouve. Donc si jamais vous connaissez pas également, je vous le conseille, tant qu'on y est. J'espère que vous tenez toujours, parce que je débite, mais c'est peut-être pas très intéressant pour vous. J'essaye de varier un peu le champ des possibles pour vous tenir en haleine. Ensuite, là, qu'est-ce que je peux vous proposer ? J'ai des biographies... Non, j'ai encore une série. Moi qui dis qu'il n'aime pas les séries, j'ai encore une série. J'ai une nouvelle, deux nouvelles,
un récit un peu ovni, encore de la poésie et un récit inspiration biographique. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus de prime abord? Nouvelle, récit inspiration biographique, roman ovni ou bien une série contemporaine? Non, dans le sens difficile à classer, difficile à définir. J'en profite pour vous répondre sur le Discord. Vous êtes pas très bavard ce soir. Je choisis dans ce cas. Si vous savez pas trop qu'est-ce qui vous intéresserait le plus. Je pense qu'on va continuer sur une petite nouvelle pour changer. Une nouvelle qui peut-être intéressera plus le genre féminin que masculin. En fait, le live player du 142, c'était en fait une première de ma dernière vidéo YouTube, donc tu peux la revisionner si jamais ça t'intéresse. Mais c'était un peu pour questionner le rapport à l'élitisme dans la littérature et pourquoi finalement ça pouvait bloquer certaines personnes dans leur envie de lire, dans leur choix de lecture, etc. Et ce live-ci sera aussi proposé en replay si jamais t'as pas trop le temps de suivre l'entièreté. Merci Annelle pour la petite précision. D'ailleurs, j'avais pas vu que t'étais là, comment tu vas? Ah ok, c'est pour ça. Bah bienvenue, bienvenue. T'as loupé une petite partie, mais je le mettrai en rediff si jamais ça t'intéresse de suivre le début du stream. Et franchement, rien à voir, Player Use 142, c'était pas forcément pour ça que j'abordais l'élitisme. C'était plus dans l'idée que y a tellement un regard guindé sur la littérature que parfois ça peut soit pas donner envie, désintéresser les gens, soit les bloquer et se dire que donner une idée que socialement ils sont pas aptes à lire. Et après on abordait aussi la question de la communication sur la lecture. Est-ce que finalement c'est pas la proposition en communication qui bloque parce qu'elle est pas intéressante, etc. Mais je t'encourage à lire si jamais ça t'intéresse, enfin à la visionner si jamais ça t'intéresse. Lapsus révélateur, parce que j'ai pas envie de faire une redite pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Et puis voilà, comme ça tu pourras avoir une vision un peu plus complète de mon avis sur l'élitisme en littérature. Donc pour aborder une prochaine lecture, je vais parler de l'auteur que j'aime le moins au monde, à savoir Annie Ernaux, que je tente désespérément d'aimer et d'aimer, mais avec laquelle je n'arrive pas à accrocher. Et j'ai finalement eu un petit rapport, comment dirais-je, des petits atomes crochus avec elle, avec ce titre-ci qui s'appelle L'événement. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Annie Ernaux, c'est une auteure contemporaine qui est un peu considérée comme la relève en gros de la littérature contemporaine. Ça fait quand même quelques années qu'elle est assise, elle s'est assise dans la littérature contemporaine et qu'elle a sa place. Hein. Mais voilà, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est quand même, on va dire, un classique, mais actuel, plus actuel que certains. Et elle se place comme l'héritière de la littérature, comment on appelle ça encore, naturaliste, donc c'est un dérivé du réalisme, mais d'un côté plus journalistique. Et ses romans sont d'ailleurs plus majoritairement des nouvelles dans lesquelles elle se propose de raconter des tranches de vie et à travers des passages de sa vie ou des choses factuelles, elle va se faire une étude de notre réalité, etc. Donc c'est assez sociaux, je trouve. Mais ce que j'aime pas chez Annie Ernaux, c'est que je trouve ça très très plat, très très creux, très très lent et chiant. Pour vous faire un peu un résumé de pourquoi j'aime pas Annie Ernaux.
Je l'avais découvert à travers les grands magasins que j'avais étudiés à la faculté en parallèle avec les grands magasins de Misola. Au bonheur des dames, c'est ça. Et j'avais détesté, mais j'essaye vraiment de l'apprécier parce que j'arrête pas de la voir sur mon feed Instagram, j'arrête pas de la voir appréciée par certaines personnes que je suis et je me dis c'est pas possible, j'adore leurs recommandations, pourquoi j'aime pas Ali Arnaud? Je comprends pas. Je pense majoritairement à Julie Littérature qui a abandonné son Instagram, je crois, lecture, mais j'aimais beaucoup ses recommandations et elle adore Annie Ernaux et donc j'essaie vraiment d'aimer, mais j'aime pas du tout. Pas du tout parce que c'est pas forcément une hype qu'elle rencontre, c'est plus on va dire que je pense que beaucoup l'apprécient parce que c'est un classique. Souvent le fait qu'elle soit déjà considérée euh, par la plupart des gens fait que on a un avis plutôt positif sur elle. Moi je l'ai rencontrée bien avant de commencer mon compte Instagram sur la littérature et d'en entendre parler sur internet. Je l'ai découverte à travers mes études à la faculté et j'avais vraiment pas accroché. Mais récemment, j'ai trouvé donc dans une boîte à livres toute sa collection complète. Quelqu'un, je pense, a dû laisser tomber Annie Ernaux. Et j'ai trouvé celui-ci, donc qui est un événement. Pour ceux, je fais un petit arrêt trigger pour ceux qui voudraient mettre une pause et qui pourraient être choqués par mes propos. Ça va être un récit qui parle de l'avortement. Donc si c'est quelque chose qui est malaisant pour vous et avec lequel vous avez du mal à, à aborder, n'hésitez pas à faire une petite pause de 10 minutes sur le stream. Donc Annie Ernaux retrace 40 ans après son récit à propos de l'avortement parce qu'elle a avorté quand elle avait une vingtaine d'années il me semble, à une époque où l'avortement n'était pas légal ni autorisé en France. Donc je ne sais pas si elle... Parce que là j'ai pas en tête la date, mais j'aimerais bien la voir comme ça. Et je pense qu'elle le dit dès le départ, il me semblait en tout cas. C'était en 1963. L'année durant laquelle elle a avorté, donc c'était la suite d'un rapport avec une personne quelconque. Mais ce qui est assez intéressant finalement, c'est de voir à travers ce récit de vie comment ça se passait l'avortement déjà auparavant, ce qui n'a rien à voir avec l'avortement aujourd'hui. Et surtout la psychologie de cette femme, son rapport de détresse, sa honte, la façon dont les gens la regardaient, la façon dont les hommes la fétichisaient. Parce qu'à l'époque finalement, si tu étais enceinte, c'est que tu avais déjà vu le loup. Et donc fatalement, c'est que tu pouvais avoir d'autres rapports. Et c'était plus difficile à l'époque de savoir qui avait des rapports sexuels et qui n'en avait pas. On va dire que c'était moins commun d'avoir des rapports sexuels, apparemment, d'après ce que j'ai compris du récit d'Annie Ernaux, qu'aujourd'hui où c'est assez courant. Quoi. Enfin, on va dire que vous vous dites pas en regardant une fille, est-ce que je peux l'aborder ou pas? Si elle a à peu près un certain âge, vous imaginez hypothétiquement qu'elle a déjà eu un rapport sexuel. Soit je m'égare. Ce récit est assez dur à lire, je vais pas vous mentir. C'est dur parce que c'est écrit d'une manière assez froide, assez factuelle. Et dans sa façon de raconter, en fait, elle ne nommait aucun détail. Donc c'est vrai que toute la phase vraiment opératoire, etc., et les complications qui s'en vont ensuite, c'est assez dur à lire. Je vous cache pas que moi j'ai un peu crissé des dents parce que j'ai du mal avec ce genre de choses. C'est quelque chose qui me... pas qui me répugne, mais qui me procure un sentiment de malaise. Mais je trouve que c'est un récit assez intéressant à lire. En revanche, je ne dirais pas que c'est par exemple un remède littéraire, pour ceux qui connaissent cette série-là que je fais sur YouTube. Je dirais pas que c'est un moyen de s'aider, de s'accompagner quand on va avorter. Premièrement, non, parce que c'est super angoissant. Secondement, parce que elle n'aimait pas forcément des sentiments de réconfort et d'accompagnement. Elle parle pas forcément pour aider les autres, elle raconte juste ce qu'elle a vécu elle. C'est assez neutre dans sa façon d'aborder le thème. Mais je pense que c'était nécessaire d'avoir un texte comme ça, et dans son récit, elle le raconte qu'elle aurait aimé, elle, avoir un texte qui parle de l'avortement, et que tout comme la grossesse et la douleur que procure la grossesse, c'est quelque chose d'extrêmement tabou. Donc je pense que c'est un récit assez intéressant dans ce point de vue-là. D'un point de vue aussi historique, parce que on savait qu'auparavant l'avortement n'était pas obligatoire, mais est-ce qu'on savait vraiment en détail comment ça se passait en dehors du très connu aiguille à tricoter, etc., tout le tintouin. Donc je trouve que c'est quand même un récit intéressant. Après,
Est-ce que ça m'a complètement réconcilié avec Annie Ernaux? Je ne pense pas, mais je vais quand même essayer de me l'approprier un peu plus. Non, c'est 1963, cet événement qu'elle nous raconte Annie Ernaux. On va continuer avec... Je vous ai proposé ça, mais je m'en souviens même pas. Attendez. Je m'en souviens pas. J'en ai fait une critique par contre sur mon glyphe, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. Oh, la lumière elle commence vraiment à tomber. C'est... C'est un récit de Tove Jansson qui est... C'est un récit de Tove Jansson. Pour ceux qui la connaîtraient par le biais des Moomins, c'est l'illustratrice et la BDiste donc, qui a inventé l'univers des Moomins. Mais en fait, elle écrit aussi des nouvelles. Et moi aussi, c'est d'abord l'auteur qui m'a accroché et la couleur. Quand j'ai vu que c'était Tove Jansson, j'ai pas pu résister. Et en fait, c'est un récit à inspiration autobiographique qui raconte donc une enfance rêvée, etc. et qui fait écho à sa propre enfance. Il me semble que Tove Jansson est suédoise ou norvégienne, j'arrive jamais à me souvenir. Mais c'est assez intéressant, c'est presque surréaliste la manière dont elle raconte, avec un petit point de chrétienté. Je dis ça parce que ça me fait un petit peu penser à... comment ça s'appelle? Attendez. Paul et Virginie. Ça me fait un peu penser à Paul et Virginie, donc c'est pour ça que je trouve que ça fait un petit peu chrétien. Mais je pense que c'était vraiment pas le but de Tove Jansson là ici, en l'occurrence. C'était vraiment l'idée de raconter quelque chose de rêvé et de mirifique. Mais comme je me souviens plus très bien du récit, je vais quand même vous lire ma critique Glyph, qui est assez courte parce que je fais des choses assez succinctes sur Glyph. Je trouve que ça se prête plus, vu le format. Alors, j'ai écrit que l'auteur raconte d'une manière semi-autobiographique sa jeunesse vécue comme un rêve. Avec le regard de l'enfance, elle raconte les êtres, les aventures, les pensées qui l'ont bercée, toujours accompagnées de créatures imaginaires et d'inventions oniriques. Ce paysage n'est pas sans rappeler le pays imaginaire des Moomins, et je me demande si cet univers n'a pas été puisé ici dans l'archipel de Porvoo, où elle se retirait tous les étés. C'est une lecture parfaite pour les amateurs de nostalgie, et ça m'a vraiment donné envie de me replonger dans la bibliographie de l'auteur. Donc à l'époque, c'est-à-dire il y a 2 mois, c'est ce que je pensais sur l'ouvrage. Finalement, ça m'a moins marqué que ce que j'imaginais, mais il faut dire qu'à cette époque-là, j'ai lu pas mal d'ouvrages assez rapidement, de manière assez succincte. Mais franchement, j'ai bien aimé et je trouve que c'est assez intéressant de découvrir Tove Jansson autrement que par le biais des Moomins, bien que j'adore l'univers des Moomins, hein, je pense que vous le savez tous et toutes. Donc si jamais vous connaissez pas cet auteur et que vous aimez les univers oniriques à inspiration surréaliste, avec une petite pointe de surréalisme, je vous invite à le découvrir, à la découvrir, c'est vraiment vraiment intéressant. Et puis c'est toujours intéressant, je pense, de se confronter à autre chose que des auteurs anglais ou américains ou anglophones, bien que, bon voilà, le suédo, enfin, elle écrit quand même en anglais, il me semble, Tove Jansson. Non, Moomins, ça s'écrit Moomins, avec un M. Moomin. Moomin. Si vous connaissez pas, voilà, c'est une BD. Bon, c'est vieux, hein, mais moi j'adore. Et donc voilà, elle s'est fait connaître pour cet univers-là, qui est très 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 connu et qui a eu énormément de succès dans l'Europe du Nord. Mais je trouve que c'est assez intéressant de se confronter à autre chose dans sa culture un peu européenne, autre que des récits complètement anglophones. Je pensais que c'était ultra connu, Player Dues 142. Ah bah finalement, je pensais vraiment que
c'était ultra connu. Bah, franchement, je vous invite vraiment à le découvrir. J'en ai plein parce que je collectionne, c'est un peu comme les Alice, j'adore. J'en avais acheté un quand j'étais allée en Suède. Donc ça, c'est... voilà, vous voyez, c'est l'évolution des illustrations. Parce qu'il faut savoir qu'à l'origine, elle dessinait comme ça. Et après, c'est son frère qui a repris donc les illustrations de Mine. Et donc, ça a plus. Et puis, au fur et à mesure, on va dire que les codes esthétiques ont évolué. Donc, ça a évolué vers ça. Et moi, je connaissais plus de cet univers-ci. Mais voilà, j'avais envie de me procurer une version plus originale. Parce que j'aime beaucoup l'univers de Mine. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un personnage et un univers onirique, rêvé, naïf, etc. Très Petit Prince, pour vous donner une idée. Avec un petit côté grinçant. Donc par la façon dont c'est dessiné, par les traits, etc. et les allures des personnages. C'est très contrasté en fait. Oui, enfin, clairement, typiquement celui-là, il fait flipper. Son nez là, t'as pas envie de lui dire bonjour. Mais voilà, j'aime beaucoup cet univers. Si tu connais pas Naël, je t'encourage vraiment à découvrir. Il y a aussi des adaptations cinématographiques, etc. Si jamais vous aimez plus ce format-là pour la BD. Ouais, j'adore moi aussi. Quand je l'ai vu, je comprends absolument rien de ce qu'il y a écrit, mais j'étais obligée de l'acheter. Je le trouvais trop trop beau. Et franchement, j'étais ultra raisonnable parce que quand je suis allée en Suède, il y avait tellement de trucs Moomins, c'était horrible. J'avais envie de tout acheter, de tout prendre. Et j'ai rien pris à part ça et un marque-page. J'ai été assez raisonnable. Non, je comprends rien, je comprends rien. Mais par contre, il y avait quelqu'un sur Insta, je l'avais posté quand je l'avais acheté à l'époque, et quelqu'un m'avait dit ah, si tu veux, je peux le traduire et tout. Et j'étais comme une ouf, mais la personne, elle m'a jamais envoyé la traduction. Donc j'ai vraiment acheté juste pour le côté collector, je vais pas vous mentir. Je sais pas du tout de quoi il en retourne. Mais c'est beau, non? Franchement, j'adore, moi. L'univers des momies, c'est vraiment un des univers que je préfère. Donc voilà pour la petite parenthèse culture pour ceux qui ne connaissaient pas. Et sachez que voilà, cet auteur fait des illustrations et des nouvelles. Donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas cette femme, elle est super intéressante. Et on aborde aussi cette femme dans le tome 1 des culottés de Pénélope Bagieux, pour ceux qui aiment bien aussi cette BDiste. Je commence à être encombrée de livres parce que j'arrête pas de vous montrer des trucs et des trucs en parallèle. J'espère que ça va, vous tenez toujours le fil. On va continuer sur... un récit que j'ai pas trop aimé, mais je trouve que c'est important de l'aborder aussi. Et pour ceux qui l'auraient peut-être lu, ce serait peut-être un moyen d'avoir un petit échange avec vous et de savoir ce que vous en avez pensé. Mon gros bras là. Donc c'est Jusqu'à la mort d'Amos Oz, que j'ai également critiqué sur Glyph et que j'aime pas du tout. Pourtant j'aime bien cette collection L'Imaginaire de Gallimard, principalement pour les ouvrages de... J'ai une mémoire, t'as peur. De Bataille, voilà. Pour ceux qui ont vu il y a bien longtemps maintenant ma vidéo sur la littérature érotique, j'aime énormément Georges Bataille, c'est un des premiers ouvrages érotiques dans ce genre, donc du genre que j'ai découvert et qui m'a donné envie de m'intéresser un peu plus à la littérature érotique. Et il faut savoir que je l'ai lu quand j'avais comme 16 ans, 17 ans. Ça m'a traumatisée, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur la littérature érotique si c'est un genre qui vous intéresse. C'était pour vous dire qu'en fait j'aimais bien cette collection parce que c'est souvent des ouvrages un peu particuliers, spéciaux dans le genre et dans l'écriture. Et j'aime bien me confronter à ce genre de texte parce que quand je lis, parfois je lis vraiment pour le récit et pour des textes feel good, par exemple comme la série des Casalets que je vous ai montré plus tôt. Je vais te la montrer à Naël parce que tu l'avais pas vue. J'ai acheté le tome 3 de la série des Casalets et j'en parlais un peu plus tôt. Donc je peux aussi bien lire ce genre de texte que des trucs un peu plus... on va dire intellectuels dans le sens où ils sont plus écrits, réfléchis dans la structure du texte et tout. Et voilà, donc je les lis plus pour un intérêt de la forme. Parfois je vais lire des textes plus pour le fond et parfois des textes plus pour la forme. Ouais, j'ai pris la suite parce que j'ai vraiment aimé. Là je viens d'acheter le tome 3 pour mes vacances.
Et jusqu'à la mort, en fait, c'est un récit qui se déroule en deux parties, à la fois donc sur deux chronologies différentes. Et l'auteur a choisi de mettre deux univers en comparaison pour finalement se retrouver sur des réflexions un peu plus philosophiques, etc. Comme en fait, on va dire, c'est comme deux grosses métaphores, donc qui abordent des questions des enjeux raciaux, oui, on dit comme ça, des enjeux sur l'antisémitisme, le racisme, et aussi les enjeux de l'apport de la mort, etc. Donc la première partie, ça se déroule donc au Moyen-Âge, avec un chevalier, un roi plus précisément, qui va partir en conquête, etc. Il va tuer sans cesse toujours plus de personnes dans l'espoir de vaincre et de gagner en puissance. Et on va finalement se rendre compte que ce combat, il perd de plus en plus de sens au fur et à mesure que les personnages avancent dans leur quête, etc., dans leur conquête, pour peu à peu sombrer dans la folie. Et en parallèle de ça, on va rencontrer un homme qui est, il me semble, paléontologue ou un truc comme ça, chercheur en tout cas, conférencier, pardon. Donc complètement au bout dans sa solitude et dans sa recherche intellectuelle, finalement il aborde un discours qui ne l'intéresse plus et sombre petit à petit dans une paranoïa à force de solitude et de toujours être confronté au même discours. Finalement, c'est un discours de sourd. Et donc c'est deux univers complètement distincts qui vont se confronter et en même temps se compléter, en tout cas c'était ce que recherchait l'auteur, pour essayer de réfléchir donc à des enjeux autour de la mort, la haine juive, la haine antisémite, etc. Et donc c'est vraiment toute une quête autour du tragique, de l'amour, de mourir, de la mort, etc. Donc j'essaie au maximum de vous décrire un peu le texte. Mais j'ai pas du tout accroché, ça m'est vraiment très vite tombé des mains. Et je trouve que la prose est creuse, le fait qu'on rentre in vitro dans le texte, eh bien ça donne pas la possibilité vraiment de s'accrocher au personnage. Et souvent les nouvelles, eh bien si c'est pas très rythmé, très bien rédigé et très impactant, ou vraiment il y a quelque chose qui vous happe, c'est difficile de rester vraiment, de ne pas rester sur sa faim plutôt. Parce qu'on n'a pas le temps en fait de découvrir les personnages, on n'a pas le temps de découvrir vraiment la réflexion de l'auteur. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti à travers Amos Oz. Alors peut-être que c'était trop compliqué pour moi et que j'ai pas forcément compris l'intérêt intellectuel du texte. Il n'y a pas de préface, donc impossible de s'accrocher à une béquille. Et j'ai essayé de lire des trucs sur internet à la fin de ma lecture pour peut-être avoir des pistes en me disant peut-être que j'ai pas très bien compris le texte et tout, mais il n'y avait pas forcément énormément de critiques. Donc voilà, moi ça m'est passé à côté. Je sais pas si vous l'avez déjà lu ou pas, ce que vous en avez pensé, ou bien si vous connaissez l'auteur et ce que vous pourriez m'en dire. Mais moi personnellement j'ai pas apprécié. Par contre, si vous aimez les textes un peu chelous, je vous encourage vivement à découvrir la collection de l'imaginaire de Gallimard, et particulièrement ces textes-ci que moi j'adore, que je pourrais relire et relire. Je connaissais pas du tout non plus, et je l'ai sélectionné parce que j'avais fait un espèce de TikTok d'Instagram, là, les réels, parce que j'avais eu comme idée de faire ma sélection en fonction du titre, et donc j'avais cherché un titre qui répondait à une question, etc. Enfin, allez, si ça vous intéresse, allez voir mon réel. Et donc je l'ai choisi au hasard, sinon j'aurais jamais choisi ce texte, pardon, je pense, parce que même la troisième de couverture me plaisait pas particulièrement. Mais bon, voilà, c'est dommage parce que j'aime beaucoup cette collection, mais par contre j'ai de plus en plus de mal avec les éditions Gallimard. Je trouve que leurs collections en fait font moins en moins de sens. Auparavant, je trouve que quand on lisait Gallimard, on pouvait tout de suite apparenter cette édition à plusieurs types d'auteurs, à vraiment, voilà, il y avait un panel, il y avait une logique. Salut 64 Oli, comment tu vas? Mais aujourd'hui, je trouve que ça fait de moins en moins de sens, et je trouve qu'ils choisissent un peu n'importe quoi, ce qui fait qu'on a, enfin pas n'importe quoi, mais on va dire que leur sélection elle est moins fine par rapport à ce qu'ils proposaient auparavant. Elle a moins de sens, et donc on peut pas forcément se rapporter à la collection et à l'édition pour choisir. Et franchement, plus souvent j'ai lu des trucs de chez Gallimard et plus souvent j'ai été déçue. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Il y avait un autre truc que j'avais vraiment voulu aimer. Ah mais c'est pas chez Gallimard, mais ça, je trouve que ça s'y rapproche. C'était la collection Nuit au musée de chez Stock. Pareil, qui est une collection hyper intéressante, mais j'ai pas trop aimé celui-ci de Kamel Daoud. Par contre, si jamais vous avez lu cette édition, cette collection, n'hésitez pas à me nommer un des titres à lire. Je sais pas du tout actuellement enfin, tu me dis la ligne directrice, j'ai cru que tu me demandais le directeur de chez Gallimard. Actuellement, je saurais pas la définir en fait. Je trouve que c'est ultra. Ça va vraiment dans tous les sens.
Mais pour moi, avant Gallimard, c'était un peu comme les éditions de minuit, dans le sens où il y avait une ligne conductrice. Quand tu lis les éditions de minuit, bon, aujourd'hui c'est devenu ultra vieillissant, j'en conviens, mais il y a vraiment une volonté d'être indépendant. Bon, ils ont été rachetés par Gallimard, mais il y avait vraiment une volonté de proposer des textes innovants, avec une prose intéressante, une prose réfléchie, poussée, etc. Gallimard, aujourd'hui, il cherche pas forcément des auteurs pour leur particularité intellectuelle et de rédaction. Parfois, ils vont juste publier des gens qui fonctionnent, et il y a un enjeu beaucoup plus pécunier, ce qui fait que ça se perd un peu dans la prose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Non, c'est ça. Hein. Aujourd'hui, t'as mis le mot juste, hein, Ada, O, rare, Do. Si je dis bien ton pseudo, c'est exactement ça maintenant. Enfin, je trouve que ça, c'est plus comme avant. Après, voilà, c'est pas un sentiment que j'ai que depuis cette année. Ça doit bien faire 3 ans que je trouve que ça a vraiment viré de bord et que c'est devenu un peu chier. Euh, j'ai de plus en plus de mal avec ce qu'ils font. Merci pour ta souscription, Florescent. Mais voilà, donc je vous encourage à découvrir cette collection de l'imaginaire tout de même si j'ai pas aimé ce texte-ci, parce qu'elle est quand même super sympa et ça change. C'est vraiment, il y a encore quelque chose de vraiment de l'ordre de la graisse même, la substance même de Gallimard. Mais pour le reste, franchement, passez votre chemin. Enfin, à mon sens, ça vaut plus que c'était. Et pour rester dans les collections, comme on en parlait un peu, un petit peu. Mais ils rachètent n'importe quoi. Enfin, t'achètes Sarbacane, t'achètes les éditions de minuit. Quel est le rapport à part faire de l'argent? C'est exactement. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens et j'ai vraiment peur pour les éditions de minuit qui ont été rachetées récemment parce que je me dis ça va partir en couille. Bon, c'est vrai que c'était vraiment devenu une édition vieillissante qui se raccrochait à son nom plus qu'à ses publications, et quand tu voyais l'équipe des éditions de minuit, je veux pas critiquer, mais franchement, passer à la retraite les frères, laisser le taf pour les autres. Donc bon, ça m'étonne pas qu'ils aient été rachetés. Au bout d'un moment, ils publiaient plus rien de vraiment très innovant, alors que c'était quand même la ligne conductrice des éditions de minuit. Mais franchement, à mon avis, ça va chier pour toutes les éditions qu'ils ont rachetées. Ça va être que du commercial. Enfin, j'ai peur, je pense vraiment pas que les éditions qui ont été rachetées, elles auront vraiment un libre arbitre. Et je pense qu'ils ont juste une volonté de créer un gros groupe comme Hachette ou bien Editis et tout. Je pense que ça va être plus comme ça. Mais à voir, hein, peut-être que je me méprends et qu'ils vont grave relancer les éditions de minuit et que ça va avoir un nouveau succès, un regain un peu de modernité, mais j'en doute franchement. Mais je vais faire une dernière petite digression sur les collections un peu intéressantes. J'ai découvert il y a quelques années la collection Ma nuit au musée, et c'est une collection aux éditions Stock qui propose de laisser à un auteur l'opportunité de dormir une nuit au musée et de raconter son aventure par rapport à ça. Donc j'avais découvert ce texte par le biais du magazine Cosette, dont j'en avais fait une revue sur YouTube il y a quelques années. Et j'avais découvert donc cette collection à travers Kamel Daoud, que j'ai pas du tout apprécié, ça m'est vraiment tombé des mains, mais il faudrait peut-être que je le relise. Mais je pense me replonger un peu dans cette collection parce que je trouve que l'idée est vraiment vraiment cool. Bonne nuit Nature Satine. 22h déjà. Tu dors à l'heure des poules. Ouais, je trouve que l'idée elle est excellente, Anaël, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de trouver un coup de cœur. C'est sûr que je vais en trouver un, parce que l'idée elle est géniale. Même moi j'aimerais dormir une nuit au musée, enfin faire une vidéo dessus, ça serait iconique. Bonsoir petit pédestre. À un moment donné j'ai ma vision a fourché sur ton nom, j'ai eu peur. Si jamais tu trouves une bonne reco, Anaël, n'hésite pas à me la conseiller parce que j'ai pas encore regardé l'entièreté de leur collection, mais elle a l'air trop bien. Et t'inquiète pas, petit pédestre, je vais laisser la rediff si jamais tu veux. Si jamais tu veux voir la suite, et en vérité, il reste encore pas mal de choses. Pas mal de choses à découvrir. J'espère que ça va aller à la lumière parce que j'ai pas mis de LED. De lumière là. Peut-être que je ferai une pause dans une demi-heure s'il fait trop nuit pour ajouter une lumière, on verra. On va continuer avec... Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ça va peut-être être des petites redites, pardon. Mais j'avais envie de réappuyer mon intérêt sur certains textes dont je vous ai fait la critique sur Instagram. Parce que j'ai envie de vous encourager à les lire et j'ai vraiment aimé.
Après là on est sur du fond noir, peut-être qu'avec du fond blanc ça va être mieux. Donc je voulais vous parler de ma dernière revue sur Insta, donc qui est la série de David Goudreau. Je l'ai mis dans le bon sens. Donc c'est la série de La Bête, qui est une série de littérature contemporaine québécoise pour ceux qui seraient peu adeptes de la littérature francophone. Et donc pour vous parler un peu de l'auteur avant de vous parler de cette série, David Goudreau à l'origine c'est un auteur qui s'est insurgé dans la poésie avant de bifurquer vers la prose, et la série La Bête est son premier roman. C'est une série qui a eu beaucoup de succès au Québec, mais très peu en France, et je pense que c'est dû au Covid, etc. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous en parler, parce que je trouve que c'est une série qui vaut vraiment la peine et qui, à mon sens, se propose vraiment comme une... Je pense que David Goudreau va apparaître comme un auteur phare dans la littérature contemporaine québécoise. Donc pour vous parler un peu du récit, c'est un récit qui raconte l'histoire d'un anti-héros, donc un mec un peu gueudin, qui traîne dans les rues, qui boit, qui fume, qui couche à tout va, d'une vulgarité sans nom. Donc vraiment un mec en friche, complètement laissé pour compte, donc qui faisait de famille d'accueil en famille d'accueil, assez jeune, hein. Donc qui allait de famille d'accueil en famille d'accueil, et qui donc était à la recherche de sa mère biologique. Non, c'est pas écrit en joual, par contre il y a énormément d'argot, mais à la fin il y a un index, si jamais voilà, vous n'êtes pas forcément habitué au discours québécois, mais pour avoir lu d'autres textes donc en québécois, c'est très très accessible. Franchement, je trouve que des fois c'est transparent, même si vous connaissez pas le mot, ça se comprend dans le texte. Par exemple, je pense à La Bête creuse que j'ai lu il y a quelques années, qui était un récit qui se passait majoritairement en Gaspésie, qui est une région du Québec, si je dis pas de bêtises. Et c'est très difficile à lire. Déjà, il n'y a pas d'index. C'est un récit énorme. L'argot, il est difficile. La construction des textes, des phrases, elle est difficile. Donc c'est super immersif, mais c'est vraiment pas simple à comprendre. Là, en l'occurrence, c'est vraiment accessible. Vous pouvez y aller sans difficulté. Et si jamais vous avez un doute, il y a un index à la fin. Donc dans le premier tome, on va retrouver cet anti-héros, à la recherche de sa mère. Et en fait, petit à petit, cette quête de sa mère, elle va se transformer en obsession. On voit que le mec, il a des petites maladies mentales, ça se passe pas très bien là-haut. Et donc, il va être de plus en plus obsédé par cette quête, jusqu'à confondre une personne avec sa mère et se persuader que c'est sa mère, alors que c'est pas sa mère. Et donc, ça va partir en complète traque envers cette femme, jusqu'à ce qu'il se fasse interner, voilà, parce que il se fait condamner pour ce délire obsessionnel. C'est un peu comme les hématophobes, je crois. Enfin, l'idée d'être persuadé que quelqu'un vous aime, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est complètement ça dans le premier tome. Et d'ailleurs, il a ça avec toutes les femmes qui lui parlent, il est persuadé que tout le monde est amoureux de lui, que tout le monde le désire, etc. Donc, vu comme ça, comme tu dis, Anaël, l'ambiance elle est un peu creepy. On se dit, oula, c'est quoi ce truc? C'est super louche. Mais en fait, l'auteur il prend le parti pris de traduire ce type de population, ce type de protagoniste et toute cette espèce d'univers underground, de population en friche, etc. d'une manière complètement différente de ce qu'on a l'habitude d'aborder, parce que c'est très humoristique. Le personnage donc, qu'on rencontre d'un point de vue omniscient, c'est-à-dire qu'on est dans sa tête et qu'on écoute ses pensées, est très drôle, il fait tout le temps des contrepétries, il se trompe dans les références, etc. Il a un ego surdimensionné, donc il croit qu'il est plus intelligent que les autres. Bon même moi je suis un peu comme le personnage, je dis un peu n'importe quoi. Ah, j'étais persuadée que c'était ça. C'est pas stomatophobe alors. On va partir dans toutes les phobies qui existent. Érotomanie. Ah mais j'étais vraiment à côté de la plaque. Faut pas commencer à me lancer dans des mots compliqués. Mais pour revenir sur mon sujet initial, franchement c'est super sympa. Contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas du tout lourd. C'est très très drôle. Et je trouve qu'à la différence de beaucoup d'auteurs français qui ont abordé le délire des populations underground ces derniers temps, c'est tellement plus intelligent. Parce qu'en fait, le fait d'utiliser de l'humour et un personnage comme ça, en fait, qui représente tout ce qui est tous les interdits, tous les vices, la maladie, la pauvreté, la drogue, etc. Et qui s'enfonce toujours un peu plus dans sa merde, alors qu'on prend de l'affection pour lui, on espère qu'il va changer, mais ça va jamais être le cas. Et de tome en tome, ça va être de pire en pire. Ça va être tout de suite de plus en plus glauque et de plus en plus grinçant, et jusqu'à partir dans l'inceste à la fin. Enfin, je veux pas tout vous spoiler, mais
malgré tout, en fait, ce personnage, par ce caractère grossissant, eh bien, il fait un pied de nez à la société. Et à travers un personnage et son caractère humoristique, l'auteur, il se permet de faire une critique beaucoup plus intéressante et intelligente que si on avait vraiment pris le parti pris premier d'un personnage dit underground, et donc qui est anarchiste, etc. Quand je dis ça, je pense majoritairement par exemple à Nino dans la nuit, ou bien à... comment ça s'appelle encore? On va rester sur Nino dans la nuit parce que j'ai pas une mémoire incroyable. Mais voilà, pour moi, ce genre de texte, franchement, ça réapparaît très souvent ces temps-ci. Il y a aussi Le démon de la colline aux loups. Bon, ça j'ai beaucoup aimé, mais pareil, encore un personnage un peu détraqué et tout. Je trouve qu'en ce moment, il y a vraiment une volonté de traduire eh bien, un sentiment d'inconfort dans notre société à travers des personnages ultra extrêmes. Et là, en l'occurrence, je trouve que c'est une manière beaucoup plus intéressante et intelligente de le faire. Alors, faut comprendre la subtilité de l'humour. Franchement, je suis pas une flèche, hein, et je pense que vous allez comprendre aussi. Mais peut-être que d'autres le comprendront pas comme moi, c'est ça que j'ai voulu dire par là. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété et je l'ai analysé. Mais peut-être que vous aurez un regard complètement différent et que vous l'apprécierez au contraire justement pour son caractère humoristique et pour voilà l'univers en lui-même. Et le fait que ça soit une traque en fait qui se déroule sur 3 tomes, c'est assez intéressant parce que finalement bah voilà, ça a un effet un peu prison break, on est dans la course, etc. avec le personnage, les flics, la cavale, la prison et tout, donc c'est super sympa. Et je trouve que c'est une série un petit peu grinçante mais très sympa pour l'été. Pour ceux qui apprécient l'humour noir, je pense que vous allez apprécier complètement et accrocher complètement à ce récit, donc je vous encourage vraiment à le découvrir. Surtout qu'en fait il n'a pas eu forcément une popularité de ouf en France et c'est vraiment dommage. Et c'est une personne sur Instagram qui m'a contacté pour m'en parler et pour m'offrir les 2 premiers tomes, donc je la remercie énormément d'ailleurs. Et ça m'a permis de découvrir cette série et elle était vraiment désolée parce qu'elle connaissait vraiment personnellement cette personne et elle avait envie de l'aider à promouvoir son ouvrage. Et ça n'a pas eu le succès attendu en France et c'est dommage. D'ailleurs, au Canada, il y a la série, elle possède comment dirais-je, il y a une collection, un coffret pour la série. Voilà, c'est ça, c'est de là où je voulais en venir. Elle est beaucoup plus belle visuellement que la proposition donc de Philippe Ray, édition d'ailleurs que je connais pas du tout. Et franchement, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu une proposition de coffret en France, ça aurait super marché. Super marché. Mon français évolue de mieux en mieux au fur et à mesure de ce stream. Mais pour terminer sur cette série, je vous encourage vraiment à la découvrir, elle est vraiment vraiment bien. J'ai particulièrement apprécié cette série. Et je l'ai lu assez rapidement, j'ai lu les 2 premiers tomes en un mois. Enfin, sur un mois. Et j'ai lu le dernier tome là, dernièrement. J'espère que vous suivez toujours, que je vous saoule pas trop avec mes affaires. Si vous avez besoin de manger un petit snack ou quoi, dites-moi, je vous fais une petite pause. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste encore... C'est quoi ça? Il nous reste encore un titre dont j'ai déjà parlé, mais je me suis dit c'était bien que je fasse une petite redite. Et après, je vais vous parler rapidement des lectures que j'ai prévu de lire cet été, donc pour le mois d'août et pour le mois de juillet. Et donc à ce moment-là, ça sera cool si vous savez déjà ce que vous voulez lire, de me partager un peu vos retours, parce que c'est possible que je lise plus que ça, parce que j'ai beaucoup de congés au mois d'août, donc j'aurai vraiment le temps par rapport à mes horaires habituels. Donc pour vous parler de ma dernière lecture dont je voulais vous parler, que j'ai déjà terminée, je voulais parler encore une fois d'un petit peu de poésie. Ouh, ça devient vraiment sombre là. Hein. Après on va faire une petite pause, je vais mettre un spot je pense. Donc il s'agit d'un récit en prose de Cécile Coulon, qui est la directrice d'Iconopop, et j'avais entendu parler d'elle dans un podcast qui s'est déroulé durant le festival de la poésie, et donc j'ai beaucoup aimé sa façon de parler, de son rapport à l'écriture, donc j'ai eu envie de découvrir sa prose. Je connais rien à part le journal d'un dégonflé, et j'ai lu ça quand j'étais super jeune, et j'aimais tellement cette série. Il faut savoir que mon père est libraire, donc quand on allait chez Hachette, j'allais tout le temps donc dans le rayon des dégonflés pour les lire en avance. Et je pense que si tu lis un peu l'anglais, tu pourrais facilement le découvrir en anglais, parce que c'est un anglais assez facile si jamais tu as envie de te pratiquer un peu l'anglais ou quoi. Petit tips comme ça. Donc pour vous parler un petit peu de Cécile Coulon,
Donc c'est une poétesse contemporaine encore une fois qui propose ici un récit en prose et c'est ici un recueil de poèmes plutôt sentimental autour de son rapport à l'amour, etc. Et en fait c'est une manière, comment dirais-je, à la différence de ce qu'on peut imaginer dans la poésie amoureuse, c'est une manière assez prosaïque de raconter l'amour et le rapport au sentiment, le rapport au désir, le rapport à la sexualité. Et elle utilise des petites choses factuelles pour comme romancer sa vie, la poétiser. Et c'est assez intéressant parce que finalement on peut tout se projeter dans la prose de Cécile Coulon et se sentir proche de son univers d'écriture. Ah, tu crois que c'est le même nom? J'avais pas du tout compris. Ah mais c'est moi qui devrais lire le titre en anglais. Mais c'est sans doute ça. Diary of... Oui, c'est sans doute ça. Ah mais... Bah j'ai même pas fait attention quoi. Heureusement que t'es là Naël. Bah voilà, bah si tu le lisais déjà en anglais, franchement, lance-toi, enfin si tu lises déjà en anglais, continue parce que je pense que c'est assez accessible. Excusez-moi, je regardais si mon voisin louche me regardait. Une grosse parano. Donc voilà, c'est vrai que je suis un petit peu succincte sur cet texte de Cécile Coulon. Mais pareil, j'en ai fait une petite revue sur Glyph, donc je vais vous la lire en complément, comme ça vous donnera une avis un peu plus global. Alors, le recueil s'ouvre sur ce titre. J'aimerais vous offrir une frite. Une poésie qui plante le décor, une poésie prosaïque mais toujours racontée de manière délicate et sensible. On y parle de la jeunesse, de l'amour et des doutes. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé ce recueil. Parfois 4 vers suffisaient à me prendre, d'autres fois c'est l'ensemble d'un poème qui m'a fait craquer. Je dirais que sa poésie reste un peu timide comme sur la réserve, mais je reste convaincue que son écriture saurait en convaincre plus d'un. Je vous lis un peu en diagonale. Je me suis tout de suite transposée à ses paroles dans cette idée de réintégrer la poésie dans le réel. Ça, c'est le discours que peut tenir Cécile Coulon sur la poésie. Et dans ce recueil en prose, on retrouve ce désir de peindre le réel, une réalité contemporaine, une réalité prosaïque, et utiliser des faits factuels, comme je vous disais précédemment, pour raconter l'amour, pour raconter son rapport à la sensibilité, au doute, etc. Je crois que c'est un des premiers recueils qui a fait mouche chez Cécile Coulon. D'ailleurs, je me rends compte que c'est au Castor Astral, qui est une maison d'édition indépendante, mais qui est quand même assez connue dans la sphère poétique. Si vous connaissez pas, je vous encourage à les découvrir. Ils font toujours des trucs très très bien. Enfin, c'est toujours de très bonne qualité ce qu'ils font. Et si par hasard l'année prochaine ou cette année, il me semble que c'est peut-être encore le cas à 7, si vous avez l'occasion de vous promener parmi un marché de poésie, vous les retrouverez forcément, ils ont forcément un stand. Ils sont assez bien diffusés dans la sphère indépendante. Bon, je pense que là j'ai fait le tour de toutes mes lectures que j'ai lues entre le mois de mai et le mois de juin, donc les 2 mois durant lesquels je vous ai complètement abandonné sur Twitch. Donc là je vais vous faire ma petite palle, ma toute petite palle de l'été. Petite palle mais gros volume, donc je pense que ça pourra vous intéresser. En premier lieu il y a la série des Casalets, donc je vous ai montré le tome 3 tout à l'heure, que je vais sans doute commencer dans la semaine. Là en ce moment je suis en train de lire Je suis un chat. Et c'est l'un d'entre vous qui m'a donné envie de le lire. En fait, c'était un cadeau de mon chum et je n'avais jamais commencé à l'aborder. Et en fait, quand j'ai vu les commentaires de ma dernière vidéo sur mon rangement de ma bibliothèque ainsi que ma discussion sur l'élitisme, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit « Oh, je vois ce titre dans ta bibliothèque, j'ai adoré !» Et c'est un viewer en fait de Planète Théo. Et il m'expliquait qu'il aurait trop aimé que Planète Théo le lise, mais qu'il n'avait pas eu l'air aussi emballé que lui. Et c'est vraiment dommage parce que c'est vrai que le titre comme ça paraît un peu ennuyeux, mais en fait c'est vraiment bien. Ah, tu l'as déjà lu? Moi c'est la première fois que je me confronte à ce texte et j'ai adoré. En fait c'est un récit du point de vue du personnage, donc du chat, qui est le chat d'un professeur et on va le suivre dans ses aventures. Alors, pas forcément dans la liste de jeux que tu proposes, Player du 142, Duse 142, j'ai du mal, mais ça m'est arrivé de jouer à des jeux en complément de mes lectures. Par exemple, quand on a lu Dracula, j'ai joué à Castlevania, et j'aimerais bien faire de plus en plus ça, faire des lectures, jeux en complément, ou bien jouer à des jeux un peu point and click, donc avec beaucoup de textes ou qui se rapportent à des univers
littéraire. Donc c'est en cours, enfin je pense que ça va se diffuser un peu plus sur le stream au fur et à mesure, mais c'est quelque chose que je fais, mais en revanche que je rediffuse pas sur ma chaîne YouTube parce que c'est un peu spécial et je trouve que c'est trop propice à Twitch. Mais si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à suivre le calendrier, je pense que t'en verras passer ici et là au fur et à mesure. Je connais pas du tout la prose de Soseki, c'est la première fois que je découvre, mais c'est hyper intéressant parce que, à la différence de. Excusez-moi le cliché, hein, mais à la différence de beaucoup d'auteurs japonais et asiatiques que j'ai pu avoir l'habitude de. Enfin, vers lesquels j'ai pu me confronter, etc., eh bien, l'écriture elle est vraiment différente parce que on est loin de cette poésie et de cette réflexion poétique. Là, c'est très humoristique et même si on reste complètement dans un univers japonisant, hein, c'est très drôle en fait. Et c'est vraiment tout. D'ailleurs, c'est ce que propose. C'est ce qu'en dit Jean Cholet dans sa préface. C'est qu'il a rien à envier à un Dickens, par exemple, dans sa façon de raconter, etc. C'est très très drôle. Et on s'attache vraiment au personnage de ce chat et il a autant d'importance qu'un humain, donc c'est vraiment très intéressant. C'est assez humoristique, ça se lit facilement, c'est très feel good si vous avez envie d'une petite lecture légère pour l'été. Je pense que ça va vous plaire. Bah, je vais peut-être répondre à côté à Naël, mais pour moi, c'est soit des textes avec énormément de dialogue, de narration, et donc tu peux vraiment plonger dans l'histoire et interagir avec le personnage et donc avec vous pour vos choix, ou bien c'est des textes, c'est des jeux qui sont inspirés de la littérature. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je conçois les jeux un peu à texte. Mais peut-être que je me méprends sur ce que voulait dire Petit Pédestre. Ensuite, pour continuer un peu dans ma liste, donc en ce moment, je lis ça. Bah attends, je vais faire une petite capture d'écran. Hop, Petit Pédestre, voilà. Comme ça, je garde ta ref. Parce que j'aimerais bien jouer un peu plus des jeux et tout. Enfin, j'avais bien aimé jouer à Castlevania, on s'était vraiment bien amusé. J'irai voir ta petite sélection comme ça, j'ai tout capturé. Donc un deuxième texte que je vais lire cet été, c'est encore une fois une série dont je vous ai déjà parlé. Mais franchement, j'avais envie de lire des trucs un peu faciles pour cet été, des trucs relax, feel good, juste pour me détendre, rien de très voilà, haut de plafond. Mais toujours sympathique de temps en temps, ça change. Et donc je voulais lire la suite des enquêtes d'Agatha Raisin. Ok, ça va, c'est cool. J'étais pas à côté de la plaque sur ma définition Player du 142. C'est cool. Pour ceux qui connaissent pas Agatha Raisin et tout cet univers, c'est un peu un récit parodique, enfin plus humoristique d'Agatha Christie, qu'on lisait avant que je disparaisse du stream. Et c'est un récit qui raconte voilà, toute une enquête, une série d'enquêtes en fait autour de cette femme retraitée, etc. Et c'est super sympathique, c'est très très drôle, très léger, hein, franchement. Parmi tout ce que je peux lire, c'est une des séries que je lis la plus légère. Et j'en lis un de temps en temps, soit quand j'ai une panne de lecture, soit quand j'ai vraiment une flemme en fait, je sais pas. Juste envie de mettre mon cerveau sur off. Je trouve que ça fonctionne très très bien. C'est une femme en fait qui est retraitée, qui à l'origine faisait partie du monde des affaires de la publicité. Et elle prend sa retraite pas jeune, vers la cinquantaine. Elle achète un cottage donc dans la campagne anglaise et elle se fait chier. Elle se fait chier, mais elle a une proportion à attirer les ennuis qui est invraisemblable. Et donc elle va se retrouver dans des enquêtes et des machins un peu plus rocambolesques les uns que les autres. Et on va la suivre dans ses aventures. Et donc c'est vraiment des enquêtes de voisinage. Elle est aussi, ses voisins vont l'aider. Il y a un flic qui est ami avec elle, qui va l'aider en même temps, la persuader d'essayer d'arrêter ses enquêtes. Mais elle est toujours un peu, elle est toujours un peu influencée par son envie de découvrir et tout. Il y a aussi une petite romance avec son voisin, machin, un peu séduisant, mais qu'elle n'arrive pas à séduire parce qu'elle est trop vieille, blablabla. Donc c'est vraiment très très léger, hein, comme vous pouvez l'imaginer. Mais c'est très sympa. Si vous connaissez pas, il y a aussi une adaptation en série, donc qui est très humoristique aussi, si vous voulez voir un peu, avoir une idée en regardant un premier épisode. Et c'est toute une série hein, qui est super longue. Moi j'en suis à la volume 5.
Et j'ai vu en allant à la librairie aujourd'hui, parce que je les ai achetés tout à l'heure, que elle avait fait une seconde série dans le même univers, mais un dérivé. Donc avec un autre protagoniste comme personnage principal. Donc je sais pas du tout de quoi il en résulte parce que je l'ai pas lu. Mais peut-être que je pense pas que je me plongerai parce que déjà cette série elle est super longue. Mais si jamais vous accrochez pas forcément avec Agatha Raisin, ou bien si vous accrochez, eh bien il y a une nouvelle série qu'elle a proposée, MC Bayton. Ensuite, je vais vous parler de ce texte-ci. Donc, mon avant-dernière lecture de l'été, que je trouve personnellement magnifique. Je vais pas vous mentir, bon, je sais qu'il y a eu un sujet de Discord sur cette édition récemment, mais je trouve ce livre tellement beau que je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Je trouve qu'il est magnifique. Magnifique. Et pour ceux qui connaissent un peu cette édition, vous pouvez reconnaître la patte de Monsieur Toussaint Louverture qui a fait un peu scandale sur Instagram récemment. Mais il est magnifique ce livre. Je pouvais pas ne pas l'acheter, je suis désolée, hein, mais il est trop beau. Il est trop beau. Et franchement, je sais pas trop de quoi ça parle, je vais pas vous mentir. Mais juste, j'avais trop envie de l'avoir. C'est vraiment mon côté collectionneuse qui m'a appelé. Mais je vais vous lire le résumé, comme ça vous aurez une petite idée. Alors. Ça, c'est la bibliographie de l'auteur. Alors. À Attrape-Flèche, en plein bayou du Mississippi, au cœur d'une faune sauvage et d'une flore luxuriante, on aime, on flingue, on cherche comment percer dans le show business. Peut-être pour oublier que sous la surface des eaux sombres où s'égarent parfois des dauphins, il n'y a qu'un grand vide silencieux. Un soir, quand deux gentils enfants, en vérité des tueurs sans pitié, venus braquer la station-service du coin, se font abattre, les déflagrations seront perçues bien au-delà et, très vite, c'est la ville entière qui sera sous le choc. Que ce soit Hydro, le jeune amateur de tarte aux pêches, le prince des ténèbres et ses envolées théâtrales, le doux shérif et sa splendide épouse, ou Morgane, l'as de la gâchette, tous vont se demander, au fond d'eux-mêmes, s'ils ne sont pas responsables du drame. Et partir en quête de cette paix intérieure qui leur fait défaut depuis trop longtemps et que seuls des proches peuvent apporter. Par une écriture limpide, presque fluide, tout en rythme et sonorité, la mélancolie de celui qui vise juste de Lewis Nordan nous balade d'être en être et de cœur en cœur comme une chanson de blues. Il nous offre un récit onirique, marqué d'un optimisme lumineux, et si l'humour affleure, c'est pour mieux révéler l'humanité dans sa beauté et ses fêlures. Salut, ouais, ça fait un bail. Salut Sarah Nano, trop contente de te voir. Ah, dis donc. Donc comme je vous disais, j'ai pas lu le texte encore et je viens de découvrir le résumé avec vous. Je l'ai vraiment acheté pour le côté coup de cœur. Mais de manière générale, j'apprécie particulièrement les éditions Toussaint Louverture. Je m'empresserai de te faire un avis. Je sais pas si tu vas le trouver en seconde main. Essaye peut-être sur Momox ou bien sur Rakuten parce que c'est quand même une sortie qui est assez récente. Et ouais, il est cher. Mais en fait, il a 19€ pour ceux qui se demanderaient. Il est cher, mais en fait, ils font toujours des super beaux livres au niveau de la qualité d'impression et dans leur travail éditorial. Les éditions, tout ça, l'ouverture, ils font des trucs magnifiques. Donc, si jamais vous connaissez pas, je vous conseille. Franchement, les yeux fermés, ils font toujours des trucs super beaux. Et j'ai particulièrement accroché avec la collection animalière. C'est cette collection-là. Si j'en vois une. La peine qui traîne là. Toujours quand on vous cherche que vous vous cachez. Hein. C'est dingue. Bon, je ne sais pas où ils sont. Pourtant, ah, voilà. Il y en a un là. Par exemple, ça c'est la collection animalière, donc il y a toujours un animal. J'ai adoré. J'en ai lu déjà deux de chez les Toussaint Louverture dans cette collection. Et c'est super aussi. Et je crois que les prix sont un peu plus abordables. Voilà, c'est 12,50€. Mais après, c'est pas du tout le même type d'ouvrage. Là, c'est vraiment du cartonné. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, c'est un ouvrage vraiment carton à l'ancienne. Ils font plusieurs types de styles. C'est la même édition. En fait, ils font... Mais c'est pas toi d'ailleurs qui m'avais dit que t'avais lu leur roman que j'avais pris pour une BD. Il me semble que c'est toi, non? Ou je dis des bêtises. Et ils font toujours des livres super beaux et super intéressants, donc je te les conseille.
Et j'ai vu que t'as lu Pistolero de Stephen King. Franchement, j'ai lu plein de trucs et j'en ai parlé 350 heures là à l'instant. C'est trop dommage que t'aies pas suivi le début. Mais par contre, si t'aimes bien Stephen King, bon, j'allais te conseiller le plus connu de tous, mais j'ai écouté en audiobook The Shining et j'ai adoré l'écouter. C'est vraiment sympa si jamais t'aimes bien, si t'es fan. J'ai adoré. Mais si je pouvais te conseiller que deux choses, pour pas faire trop de redites, j'ai adoré la série des Casalets et sinon la série de David Goudreau et La mort est mon métier. J'ai adoré aussi, en récit historique. Ah bah je suis désolée, je confonds. Mais en tout cas, cette maison d'édition, elle est vraiment super en termes de propositions éditoriales. Ils font toujours des trucs super sympas. J'ai fait plusieurs critiques à leur sujet sur mes revues, enfin en fil de mes lectures, au fil de l'eau. Si jamais tu veux aller voir et que t'as peut-être pas forcément fait attention que c'était la même édition. Désolée hein, si je confonds, mais c'est vrai que j'ai pas forcément une mémoire des noms. C'est difficile pour moi de tout retenir. De cette collection, j'ai lu deux titres. J'ai lu La maison dans laquelle et Watership Down. Watership Down, il y a aussi une adaptation en film. Et, La maison dans laquelle j'ai adoré. Franchement, je pense que c'est dans la collection animalière pour l'instant, parce que j'en ai lu que deux. C'est mon livre préféré, sachant qu'il est énorme. Il fait genre plus de 1000 pages. Et j'ai vraiment aimé, malgré tout. Je l'ai lu pendant l'hiver. Est-ce que je suis pas un petit peu J'ai mis grave du temps à comprendre ta blague. Je suis vraiment pas une flèche de soir. Mais oui, je suis un petit peu dramatique. Mais, écoute, j'aime exagérer et romancer ma vie telle une bonne littéraire. Mais, euh, mais voilà. Mais donc, pour finir sur cette maison d'édition, je les kiffe, mais à ce qui paraît, c'est la rumeur qui court sur Insta. L'éditeur, parce qu'en fait, il est seul à travailler. Je sais pas s'il est toujours seul, mais en tout cas, il était seul pendant longtemps à lancer sa maison d'édition. C'est un gros connard, à ce qui paraît. Il est grave méprisant et tout, machin. Donc, il y a pas mal de gens qui commencent à le boycott, mais bon, moi, ça me pose problème parce que, bah, je pense qu'il y en a plein qui sont comme ça et qu'on n'est pas au courant. Et j'aime vraiment ce qu'il fait, donc bon, j'ai acheté quand même. Celle-là, tu vois, c'est plus de mon niveau. Donc, je sais pas, enfin, si ça t'intéresse, Anaël, je crois que c'est Joke de Libraire qui avait fait toute une story à leur propos qu'il ou elle a épinglé. Mais franchement, j'étais assez choquée parce que j'ai lu. Ouais, c'est des dramas, exactement. Des dramas. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, c'est vrai que c'est choquant, surtout venant de lui, parce que c'est quand même une super maison d'édition, ça fait de la peine. Mais franchement, je pense qu'il y en a plein d'autres des comme ça, des éditeurs qui sont pédants et juste on n'est pas au courant, quoi. Donc bon, je me suis dit, tant pis, je continue de lui donner de l'argent parce que bah, j'aime ce qu'il fait. Et franchement, par contre, leur collection, ils font toujours des trucs super sympas, mais c'est dommage. Ouais, voilà, ça doit pas être le seul, c'est pour ça que je me suis dit, bon, tant pis. J'essaye pas de rentrer dans les dramas, quoi. De rentrer dans la polémique. Et je pense que le prochain texte, et ce sera le dernier d'ailleurs de ma sélection de ce soir, que je vais lire cet été, c'est Le voyage au bout de la nuit, en grand format aux éditions de Noël. Donc c'est un cadeau, d'ailleurs, que j'ai reçu pendant la période hivernale. Que je voulais trop parce que j'adore la collection, enfin je le trouvais beau. Franchement, je vais pas mentir, c'était pareil pour mon côté collectionneuse. J'ai un affect particulier pour le bleu. Hein. Ah, il est beau, hein, j'adore. J'ai trouvé magnifique. Et d'ailleurs, de Noël, ils font des super ouvrages un peu collection si tu aimes. Et j'avais trop envie de l'avoir parce que je le trouvais magnifique. J'ai déjà essayé une première fois de lire Le voyage au bout de la nuit. Oui, comme l'émission sur C8. En fait, Ode à la joie, c'est la version Wish de Voyage au bout de la nuit. Mais franchement, j'ai pas compris Adora, Rorado, Adao, Rardo. Ah oui, tu faisais référence. Ah ok, ouais, je viens de capter. Bah, c'est moins grave, c'est pour ça aussi que j'en tiens moins rigueur. Mais pour revenir sur Voyage au bout de la nuit, j'avais déjà essayé de le lire il y a longtemps en fait, quand j'avais 16 ans, même moins. Je crois que j'ai essayé de le lire, j'avais peut-être 14-15 ans. Et j'ai trouvé ça imbuvable. Parce que pour ceux qui connaissent pas forcément la verve de Ferdinand Céline,
c'est très argotique, c'est très, voilà, la façon dont il écrit c'est très particulier, c'est du bon titi parisien, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est pas forcément facile à lire, c'est très beaucoup de dialogue, c'est vraiment un classique, donc pour ceux qui sont pas habitués, voilà, à se confronter à des textes un peu durs au niveau de la prose, je sais pas trop si ça pourra vous plaire. Après j'ai essayé de le lire, j'étais vraiment jeune, peut-être qu'aujourd'hui ça serait plus facile pour moi de l'entendre. Je connais pas du tout Petit Pédestre, mais tu me donnes envie d'aller checker. Bah, c'est vrai que c'est un auteur assez controversé. Ouais, exactement, Petit Pédestre. Faut vraiment pas lire avant parce que c'est trop compliqué sinon. C'est comme ça, faut pas lire trop jeune parce que sinon t'es un peu où là. Après, c'est vrai, Anaël, que c'est assez controversé. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a le quartier littéraire, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça cette revue. J'essaierai de retrouver, de le mettre sur le Discord si j'y pense. Qui a fait tout un article, mais un édito donc d'une dizaine de pages sur le rapport antisémite avec Céline et pourquoi il a échappé à la censure et à la bah, qu'il a échappé finalement à l'emprisonnement et tout à cause ou plutôt grâce, enfin chacun le voit comme il le pense, à son caractère littéraire. Oui, il y a un Discord. Si tu vas dans ma. Attends, je vais te dire où il est. Sinon, je vais essayer de te trouver le lien. Sur ma chaîne, il y a tout un délire où il y a tous mes réseaux. Mais sinon, je copierai le lien à la fin. Parce que j'ai pas Discord sur mon ordi, du coup, je peux pas te le copier comme ça rapidement. Mais si tu vas sur ma chaîne et que tu vas dans les panneaux, il y a le Discord. C'est juste en dessous en fait du chat, normalement. Ok, super. J'essaie d'être plus active sur Discord d'ailleurs. J'ai vraiment eu du mal à m'y mettre parce que je savais pas trop quoi vous partager à vrai dire. Et quand c'était la série de la passe miroir, j'arrivais bien à animer parce qu'on faisait souvent des jeux et tout. Mais là, c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver de quoi vous parler et tout. Et tout. Mais je me suis dit que ce serait plutôt cool de vous partager en fait de manière très instantanée mes lectures, mes updates lectures, et ce que je lis, les ouvrages que j'ai trouvé sympas dans les librairies et tout. Et tout, encore une fois, faut les compter. Hein. Parce que c'est vrai que je m'empêche de plus en plus de le faire sur Instagram pour des questions d'esthétique. C'est bête, hein, mais c'est vraiment pour ça. Et des fois, j'avais envie de vous partager des choses, mais je savais pas où les poster. Et je me suis dit, ce serait super sympa de vous les partager sur Discord. Donc j'ai commencé à le faire depuis peu. Je vous ai partagé des photos de mes vidéos à venir. Quand j'ai visité la librairie Shakespeare Company, je vous ai envoyé des photos, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et il y a plusieurs onglets, ce qui vous permet. Il y a le premier onglet principal où je vous partage, donc quand un stream va sortir, je vous envoie un DM. Et c'est aussi là que je partage tout le temps des choses un peu au quotidien. Et il y a un autre onglet dans lequel on partage plus nos lectures du moment. Donc si vous avez envie de nous partager vos coups de cœur, même les coups de cœur jeux vidéo, d'ailleurs ça m'intéresse beaucoup. Pour ceux, je pense à toi Petit et Pédestre qui m'a partagé des jeux et tout. Si vous avez des idées de jeux ou des envies de lecture que vous voudrez partager avec nous, n'hésitez pas. Et je me suis dit que ce serait vraiment sympa d'utiliser le Discord comme ça. Franchement, même moi je suis tombée dans le vice, hein, mais j'ai du mal en fait. À chaque fois que je vous postais un truc, je me dis c'est moche, ou je me dis que ça va pas vraiment vous intéresser. Et c'est dommage parce que finalement, ça perd un peu de son authenticité. Et je suis tellement partie dans l'engrenage de faire des choses esthétiques sur Insta. C'est un truc que j'aime, mais après. Merci beaucoup. Merci, c'est trop gentil. C'est ça en fait, c'est que j'ai tellement envie de faire un beau feed que mes stories, pareil, elles ont été contaminées. Donc. Je me suis dit que Discord ce serait un bon moyen pour moi de me rapprocher un peu de ceux qui aiment discuter littérature et tout. Et des fois j'ai des super échanges, donc si jamais vous recevez les notifs sur Discord, puisque je sais que tout le monde n'est pas actif là-bas, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, me partager des choses avec moi et tout. Je serais ravie de discuter avec vous là-bas, en privé ou sur la communauté. Merci Anaël. Moi franchement, désolée mais je suis une fangirl d'Insta. J'aime trop. J'adore faire des photos, m'amuser à créer des choses esthétiquement intéressantes. Si t'as pas Insta, si je peux vous montrer rapidement comme ça, histoire de me faire une autopub. Mais j'adore parce que c'est un moyen un peu sympa de partager et j'aime bien faire des photos en fait. Surtout pour ça.
que je l'utilise. Et j'essaie de faire des choses qui changent un peu du... Comment dirais-je, du côté un peu esthétique classique qu'on voit sur Insta. Donc c'est-à-dire... Ok. Du côté un peu classique qu'on voit sur Insta. J'essaie de faire des choses un peu plus fun, voilà, pour qui me ressemblent. Pour vous montrer un peu ce que je peux faire. Ouh, c'est très laid les couleurs. Et voilà. J'avais fait un post sur cette revue-là dont je vous ai parlé. Ça, c'était donc l'autre livre de Toussaint Louverture. Mais c'est ça, c'est que pour moi, Insta, c'est fait pour esthétiser le réel. Donc, c'est vraiment l'objectif aussi. Ouais, c'est exactement ça, Annelle. Parce que c'est vrai que moi aussi, avant, je faisais cette distinction. Mais c'est ce que je me suis dit, petit pédestre. C'est pour ça que je te montre ça rapidement, juste pour te montrer une idée de ce que je pouvais faire. Mais bah, si je sais pas si t'es sur le Discord, je suis vraiment désolée si je suis pas dans les actualités de qui est où et tout, mais je suis vraiment. J'ai une mémoire de poule. Je suis désolée. Mais n'hésite pas voilà, à venir me discuter avec nous sur le Discord. Si t'as sur le réseau, ça serait super sympa qu'on continue à créer un lien. Mais pour revenir sur ce que tu disais, Anaël, franchement, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est. Bah, franchement, c'est de moins en moins authentique. Enfin, c'est pas que c'est moins authentique. C'est qu'en fait, on perd un peu. On perd l'idée première du réseau social. Après, moi, j'ai un Instagram personnel sur laquelle je travaille. Enfin, je fais comme ça. Je mets des photos à la con et je mets des stories à la con. Mais comme là, c'est mes revues et tout, bah, j'ai plus de mal. C'est ça aussi, ouais, Anaël, c'est que des fois, il y a des pseudos et tout, je confonds et entre Instagram et Twitch et YouTube et nanana, j'ai tellement du mal avec ça. Si je pouvais avoir un visage sur vos pseudos, ça serait plus simple. Mais comme c'est que des pseudos, des fois, j'ai du mal. Ouais, c'est ça en fait. Mais j'aimerais parfois revenir un peu à un truc un peu plus naturel et tout. Mais j'ai vraiment du mal. C'est fou, hein, mais c'est devenu difficile. Et même, je me dis que ça vous intéresserait pas. Je me dis, peut-être que ça les intéresse pas trop de voir ma grosse gueule qui dit ah j'ai lu ça et tout. Alors que sur Twitch ou sur Discord c'est plus simple pour moi parce que c'est du direct et tout, donc à la limite c'est pas grave si je bafouille, c'est pas grave si ça fait partie du jeu en fait. Mais tu vois, moi je me restreins à cause de ça et je me dis ouais non ça leur plairait pas et tout, alors que bah c'est dommage parce que avant, même moi avant sur mes stories je voyais plus de gens faire ça. Maintenant j'en vois de moins en moins. Je devrais hein, même pour faire des updates de mes lectures et tout, mais je sais pas. J'ai du mal. Mais peut-être que ça va revenir hein, à force de plus d'encouragement. Peut-être que je vais avoir envie de me retrouver un peu plus là-dedans. Et c'est pour ça que j'aime bien Twitch. Parce que bah, je suis plus naturelle, je trouve. Ça veut pas dire que je fais semblant sur Insta. Hein. C'est juste que c'est plus travaillé. Et là, le fait que j'ai moins la main sur tout, bah, ça m'oblige à être plus naturelle. Et c'est sympa aussi. Et je trouve que c'est pour ça aussi que la communauté de Twitch, elle est pas pareille que celle de Discord, que celle de YouTube, que celle d'Insta. Mais c'est cool aussi. Mais finalement, celle qui décolle le moins, c'est celle d'Insta. Donc peut-être que c'est parce que je suis moins naturelle. Je sais pas. Que des discussions sur les réseaux. Mais j'espère que j'en ai pas perdu trop. Moi, j'aime trop Twitch. Je suis super contente de pouvoir revenir avec vous sur ce réseau. J'aimerais juste conclure cette vidéo et après je promis je vous laisse tranquille. Je t'avoue qu'en fait j'ai tellement un esprit perfectionniste sur ce que je crée que j'ai grave du mal à... Franchement je fais jamais semblant dans ce que je conçois. Mais c'est juste que j'ai du mal à ne pas tout esthétiser. Et c'est vraiment difficile parce que je suis tellement dans la création constante que j'ai envie que ça soit beau. Sauf que bah des fois je lis un truc et j'ai une vieille gueule ou bah j'ai rien de spécial à montrer de beau, juste je veux parler d'un truc que j'aime. Et c'est pas facile, j'ai pas encore trouvé un format qui me plaît pour vous parler des choses un peu instantanées et je me suis dit que bah, le Discord ça serait le meilleur moyen. Pour l'instant c'est comme ça que je me suis dit que j'allais faire. Et en fait il y a plein de chaînes littérature mais c'est toujours de la littérature spécifique. Soit polar, soit young adulte, soit de la romance, soit de la littérature LGBT, mais c'est toujours un genre. Il y a peu de gens qui proposent du contenu généraliste, et aussi, enfin, moi c'est aussi pour ça que j'ai commencé à créer du contenu, c'est parce que je trouvais que c'était trop... J'ai pas envie d'être méchante.
c'était trop redondant ce qui était proposé et ça me ressemblait pas ni d'un point de vue de ce qui était proposé en termes de lecture, ni dans. Enfin, pour moi, avoir des gens qui. Des book hauls à longueur de temps, au bout d'un moment, je trouvais ça. je trouvais ça chiant. Donc j'avais envie d'avoir un truc un peu plus fun quoi. Parce que sur YouTube, il y a plein de trucs qui sont rigolos et tout. Et pourquoi sur la littérature, c'est le seul genre où on trouve que toujours le même type de vidéo, où c'est resté en fait coincé à toujours le même type et le même type. Et depuis quelques temps, je remarque que ça a eu une influence parce que je vois plein de gens faire des contenus différents et à force de fouiller, je trouve plein de trucs sympas. Je pourrais vous faire une sélection si jamais ça vous intéresse de youtubeurs, streamers qui font des trucs autour des livres qui sont intéressants. Ah, moi aussi je suis Mirugezu, c'est Gilgamesh Nono qui m'en a parlé. Et merci pour les recos, moi aussi je vais faire une petite capture. Hop hop hop. Franchement, il y en a plein, mais comme j'ai du mal à retenir vos pseudos, imaginez comment j'ai du mal à retenir les gens que je suis moi-même. Laissez tomber. Je vais dire n'importe quoi, mais la prochaine fois qu'on se voit, je ferai un petit aparté pour vous en parler et vous faire mes petites recos, si ça vous intéresse. Mais franchement, je trouve qu'en vérité, c'est juste que c'est difficile de trouver des gens sur internet qui font du contenu de niche parce qu'ils sont pas forcément mis en avant par YouTube ou les algorithmes, et du coup, on a l'impression qu'il n'y a rien à part les 3-4 qui sortent du lot et qu'on voit à leur tronche toutes les 5 minutes et qui sont pas très intéressants à mon sens. Je trouve que les petites chaînes, elles sont souvent plus cool. Après, ça dépend ce que vous recherchez aussi. Si vous cherchez que de la full revue ou si vous aimez des vidéos plus concept, moi je préfère ça, mais après ça dépend de chacun. Donc il en faut pour tous les goûts aussi. Je vais juste terminer, je voulais juste vous demander si ça vous intéressait pour conclure. Est-ce que vous voulez qu'on continue la lecture d'Agatha Christie, sachant que j'ai gardé les rediffs sur mon ordi, donc je pourrais les reposter et vous laisser le temps de les regarder et on continue, ou bien c'est plus trop de saison et on passe sur une lecture complètement différente. Qu'est-ce que vous préférez? Là je parle des lectures en direct, pour ceux qui suivent pas, enfin qui connaissent pas. Normalement, majoritairement sur cette chaîne je fais des lectures à voix haute, donc de 1 à 4 heures. Et donc comme ça on lit un livre au fur et à mesure. Et j'avais commencé l'enquête d'Agatha Christie, mais comme ça fait vraiment longtemps, je sais pas si vous avez vraiment envie de replonger dans cet univers. Est-ce que vous voulez qu'on choisisse autre chose ou pas? Si c'est le cas, c'est ce que je me dis, c'est que là ça fait vraiment longtemps, donc j'ai peur que il n'y a plus trop de gens qui soient d'actualité sur ce suivi de la lecture. Ça me dit quelque chose, Player Deuce 142, cette édition. Attendez, là je comprends plus pourquoi on parle d'Animal Crossing. Ah mais ton humour il me passe au-dessus. Est-ce que c'est moi qui suis trop fatiguée ou bien... Attends, il va faire toutes les refs là. Est-ce que j'en ai une moi? J'ai même pas trouvé la plus facile. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Bon, comme tout le monde n'a pas Instagram, je vais vous reposer la question sur le Discord. Si vous avez vraiment une envie spécifique de lecture, donnez-la moi et je ferai un sondage. Comme ça, c'est sûr qu'on aura une lecture pleine et je trouve que c'est peut-être plus intéressant de recommencer avec quelque chose de neuf. Désolée pour ce... Mais après, je peux quand même recommencer Agatha Christie, mais un autre titre, si jamais vraiment vous voulez rester sur un polar. Mais donc, n'hésitez pas à me suivre sur le Discord. Je vais vous reposer la question, comme ça vous pourrez me répondre et je pourrai garder une trace, en fait c'est plus simple pour moi. Et je reposerai la question en boîte à questions sur Insta pour ceux qui n'ont pas le Discord et qui préfèrent être sur Insta. Et sur YouTube, comme ça tout le monde aura le droit de choisir. Et à partir de ça, je ferai un petit chèque et on fera la sélection pour la semaine prochaine. Donc on va se retrouver vendredi prochain à 20h50. Vous préférez 20h50 ou 21h30? C'est bien 20h50, non? Ou je sais pas. J'ai voulu faire plus tôt pour changer. Mais peut-être que vous préférez plus tard. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, entre 20h50 et 21h30 à choisir pour la première lecture de l'été. 20h50, ok. Ouais, moi j'aime bien Margot Liseuse. Elle fait des super longs vlogs, c'est très sympa. C'est très long, slow, c'est doux, j'aime bien. Ça me fait un peu penser à Lana Songe, pour ceux qui suivent
Ok, merci pour l'heure. Je reste sur 20h50. On se confirme l'idée. Et donc on se retrouve vendredi prochain à 20h50 pour le premier stream lecture de l'année. Donc j'attends vos recommandations. Si vous avez vraiment une envie spécifique, n'hésitez pas. De préférence un truc pas trop récent parce que j'essaie d'éviter les droits d'auteur. Donc si vous me proposez par exemple un truc qui est sorti cette année, voilà, comme celui-ci, je suis pas certaine de pouvoir le lire. Ou bien ça sera du contenu exclusif à Twitch et je mettrai pas les rediffs sur YouTube. Mais ça me fait plaisir. Je suis contente de vous voir toujours au rendez-vous, de voir que vous continuez à me suivre. Et je suis contente de reprendre Twitch. Je mettrai des LED la prochaine fois, c'est promis. Voilà, je suis super contente de revenir sur Twitch, ça me fait vraiment plaisir. Et je vous promets que cette année, avec le nouveau bureau, le nouveau déménagement, on va d'être ça sur les streams et on va en faire tout le temps. En plus, là cet été, j'ai un mois de vacances et je vais vous bombarder. Soyez prêts, si vous n'avez pas de congé, je serai votre rendez-vous dominical. Enfin, du vendredi, pour commencer. En anglais, ouais, c'est vrai qu'il y en a des anglophones, il y en a beaucoup plus. Mais après, encore une fois, c'est des contenus très tête d'affiche qu'ils proposent à lire. Par contre, il y a une chaîne YouTube anglophone que même si vous aimez pas l'anglais, il faut absolument que vous allez regarder ça. Parce que esthétiquement, c'est ultra beau. Okay. Juste d'un point de vue esthétique, il faut regarder ça au moins une fois dans sa vie. Parce que je trouve que c'est d'une beauté. Et cette chaîne, c'est Morgan Long. Elle fait des vidéos extrêmement belles, bien filmées, calmes, douces. C'est pas du tout ce que je produis, hein. Moi c'est du très mais franchement, ça vaut vraiment le détour. C'est très très beau ce qu'elle fait. Après, par contre, je vous préviens, c'est très esthétisé, c'est très vidéo concept. Si vous aimez pas ce genre de vidéo et que vous préférez les revues, les critiques pures et dures, vous allez pas aimer. Histoire de tous vous endormir au bout d'une demi-heure, on va appeler ça vidéo ASMR. Attendez, je termine avec mes petites recos tant que je suis sur ma chaîne. Et après, je me casse d'ici. Alors, moi, j'aime beaucoup. En lecture, il y a Jeannot ce livre. Mais je pense que tout le monde connaît un peu. Mais c'est des vidéos plus éducatives et pour démocratiser un peu la lecture. Plus que peut-être que ce que vous attendez, ce que vous imaginez quand vous pensez à vidéo, littérature et tout. Mais c'est super sympa si vous aimez bien. Bonne soirée, Sarah, Nanou. À bientôt. Bon, bah en fait, c'est une rabais parce que j'arrive pas à avoir accès à mes abonnements. Donc, je vous ferai la sélection pour la semaine prochaine. C'est Sarah Nanou qui a lancé le gong de fin. Merci à toi. J'ai une dalle absolue. J'ai soif. Et demain, je pars à 7h du bar pour aller en vacances. Et d'ailleurs, je vais faire un vlog pour ceux que ça intéresse. Bref, je m'égare. Je vous laisse, je vous embrasse. Merci d'avoir assisté à ce premier stream de l'été. Merci d'être encore au rendez-vous malgré mes 2 mois de désertion. Ah, bah ouais, ça n'a rien à voir. Mais bon, on a les mêmes recos apparemment. Et sur ce, je vous embrasse. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et restez actifs sur Instagram et Twitch pour avoir la suite des lectures qui vont se dérouler très bientôt. Bisous, à bientôt.